Madame, monsieur, bonjour. Vous êtes sur Info TV. Bienvenue sur Espace Miné, production du 5 avril 2025. Espace Miné, nous ne le dirons jamais assez, est votre plateforme privilégiée, votre vitrine par excellence pour discuter des sujets saillants de la semaine. C'est donc le talk show, comme je l'ai dit, quotidien. Nous allons pratiquement discuter pendant 120 minutes sur la thématique du jour qui porte ce jour sur le rachat des NEO. Et donc, formulé ainsi, que pensez-vous du rachat des NEO par la CNPS? C'est donc la thématique principale de ce jour. Évidemment, il sera question de décryptage, analyse, commentaires sans complaisance, on l'espère, avec nos démineurs qui sont d'ores et déjà installés. On espère tout simplement que ce sera sur un ton, on va dire, impertinent, mais en toute responsabilité. Bien entendu, les rubriques habituelles seront tout aussi au rendez-vous. Nous avons la revue de la presse, la dénonciation et bien entendu la thématique du jour pour cette production. Bien entendu, vous avez certainement remarqué, parfait, ici le démineur en chef n'étant pas là, nous allons tout simplement vous promettre que nous allons essayer de faire le job. Bien entendu, nous allons recevoir tous ceux-là qui sont d'ores et déjà installés, les démineurs habituels, et nous allons tout simplement commencer par ma gauche avec Bernard Basson. Bonjour et bienvenue sur le plateau une fois de plus. Bonjour Jean-Claude, bonjour au panel, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Aujourd'hui, 5 avril, c'est la journée internationale de la conscience. La conscience. Oui, c'est une journée qui a été développée par l'ONU depuis 2005 et qui est adossée de façon assez délicate sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, que tout le monde connaît de 48, et qui appelle les uns et les autres à faire preuve de conscience dans leurs actes quotidiens. C'est important la conscience? Bon, les philosophes pourront mieux épiloguer là-dessus, même si on est tous des philosophes d'une certaine façon. Donc je pense que l'ONU estime qu'il faudrait que les hommes prennent conscience de ce que l'humanité est importante, l'humanité est sacrée, et qu'il faudrait qu'on permette à tous et à chacun d'agir en toute conscience, sans obstruer, sans limiter, sans embastiller la conscience qui est censée être libre en tout être, tout être pensant. Alors, en face de vous, nous avons Bienvenue Somba, qui est donc économiste. Bonjour, bienvenue et bienvenue sur le plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour mon cher, bonjour à tous mes copanélistes. Bonjour à nos millions de téléspectateurs qui sont disséminés à travers tous les continents. Et je me présente ici aujourd'hui, surtout plus comme économiste, c'est vrai, je suis économiste, mais comme coordonnateur national du collectif Mégawatt. Ça, on le retiendra. Voilà, le collectif Mégawatt, c'est cet observatoire de politique publique du secteur de l'électricité. Nous avons lancé une campagne de dénonciation mercredi dernier dans un média de la place pour dénoncer le complot contre les finances publiques qui est en train de se tramer entre la CNPS et NEO. Et comme il fallait s'y attendre, le gouvernement est sorti rapidement de son silence et est intervenu par son représentant, le docteur Sango, directeur général de l'électricité du Cameroun, dimanche à la CRTV, pour nous donner raison. Parce que M. Sango, nous on a démontré sur le plan juridique et financier que NEO était arrivé à son point de rupture de contrat avec l'État. M. Sango, lui, s'est étalé encore sur le plan technique pour démontrer que NEO est tombé plus bas. De toutes les façons, bienvenue. Je crois que c'est pour ça que je suis là ce matin. Nous aurons le temps on va parler, parce qu'à l'entame, vous avez souhaité que les démineurs soient vraiment sincères dans l'analyse de cette thématique. Et je promets à nos téléspectateurs qu'ils vont entendre du gros. Il me semble que la promesse est allée directement à l'endroit de ceux-là qui nous écoutent ce matin. Et puis à côté de vous, nous avons Pierre Bérieux-Niemek, qui est donc le consultant qui restera, comme le dit très souvent Perfecto, qui restera quand les autres ont failli. Bonjour Pierre Bérieux-Niemek et bienvenue sur le plateau. Bonjour Jean-Claude, bonjour à notre impressionnant panel ce matin, bonjour à Anita Abba, bonjour à Safi Karla Abba de Mvogada. Voilà. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. À l'occasion, M. Bernard Basson vous a rappelé qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la conscience. Vous savez que c'est une question qui préoccupe la philosophie, la psychologie, mais la philosophie étant la mère de toutes ces sciences, elle préoccupe en premier lieu
la philosophie avant que de préoccuper toutes les autres sciences sociales. Voilà. Descartes nous dit que je pense donc je suis. Ouais. C'est la conscience qui nous fait être. Si vous êtes donc, c'est que vous êtes conscient. C'est vrai que c'est une notion pratiquement abstraite. Il y en a qui n'ont pas vraiment une quelconque appréhension de la conscience. Et donc, du coup, on se demande, est-ce que c'est vraiment important, la conscience? Non, mais c'est ça qui distingue les êtres humains des animaux. C'est la présence de soi à soi, je vais dire ça, comme les philosophes. Ce qu'on appelle la conscience. En fait, c'est une structure qui différencie les êtres humains des animaux. Nous définissons l'homme comme un animal conscient et raisonnable, dont la conscience est la différence spécifique par rapport au genre prochain qu'est l'animalité. Nous appartenons à un genre qu'on appelle l'animalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, à voir un peu les comportements et surtout avec les écarts comportementaux des humains, on a plutôt envie de s'inquiéter quand on voit pratiquement leur façon de faire. Et les animaux continuent tout de même de respecter un certain nombre de choses. Du coup, non, la conscience a des problèmes ou des maladies qui sont inhérentes à sa nature. Donc, c'est pour cela qu'il y a des fous aussi. Ouais. Lorsque la conscience ne travaille plus normalement, elle produit des maladies psychiques. En fait, le gros de la conscience s'appelle le psychisme. D'accord. Voilà, c'est une grosse structure qui comporte une chambre qu'on appelle le conscient, une autre chambre qu'on appelle le préconscient et une dernière qu'on appelle le subconscient. Ouais. Mais ça, c'est quand on prend la description de Freud, mais il y a d'autres façons de décrire la chose. Donc, c'est ce qui nous distingue, en fait. Maintenant, elle a des priorités, elle a des caractéristiques particulières qui font que les éléments qui ne sont pas nécessaires sont mis hors de la conscience pour un temps. Ceux dont nous n'avons pas directement besoin sont dans le préconscient. Lorsque nous en avons besoin, vous avez le phénomène du souvenir. Ouais. Vous faites un effort et les éléments quittent le préconscient pour le conscient. Ceux qui sont exclus par la société vont un peu plus loin. Ouais. Maintenant, il y a la conscience telle que nous la décrivons, mais il y a aussi la conscience morale. Ça, c'est tout autre chose. On ne va pas faire un... En tout cas, merci à vous, Pierre Bielio, pour cet argumentaire qui a eu le mérite tout de même d'édifier les uns les autres à la maison. En tout cas, ce n'est pas la thématique de ce jour. Vous aussi à la maison, vous pourrez évidemment contribuer par le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Bien entendu, nous allons rentrer évidemment sur cet espace miné par... le tout premier arrêt, c'est bien entendu la revue de la presse qui porte l'estampille de Théophile Vianney Biya, qui est sur le plateau, bien entendu. Bonjour Théophile et bienvenue. Bonjour JCF, entendez Jean-Claude Fouda, c'est un plaisir d'être avec toi ce matin dans le cadre de cette émission Espace Miné. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs que je retrouve fièrement ce matin et je salue très fidèlement les téléspectatrices. Parlons bien évidemment de ces téléspectatrices, vous me permettez de dire un bonjour à une téléspectatrice qui nous regarde du côté d'un fou, c'est dans la meuf fou et Afaba. Il s'agit de la charmante Ngolisouk, Ngolisouk, oui, Ursule Monique, elle nous regarde du côté d'un fou. Quand je dis Ngolisouk, je vois comment... Bien entendu, moi je suis assez curieux quand même de cette Ngolisouk. Bon, c'est une téléspectatrice. C'est une téléspectatrice. Peut-être c'est le nom Ngolisouk qui a attiré l'attention de mon voisin de droite. De toute façon, Théophile Vianney Biya, vous êtes là au rendez-vous une fois de plus ce matin pour nous ramener sur la température en tout cas qui prévaut au niveau de la presse. Exact. Que nous presse pas donc la presse de ce jour. Il faut dire que les journaux sont disponibles en kiosque et ces journaux nous servent des actualités assez brûlantes, diverses et variées. Nous ouvrons dans cette revue de presse avec le journal Info Matin qui nous parle de ces véhicules remis donc aux autorités administratives pour la Tangandji. Utiliser ces véhicules pour mieux encadrer les populations. Cette réaction a été captée par le journal Info Matin lors de la cérémonie de remise de ces véhicules à ces autorités administratives. Comme l'année dernière, recommandation faite à nouveau au préfet et sous-préfet ce 3 avril à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des clés de 38 voitures de fonction de type Prado et pick-up mises à leur disposition par le chef de l'État Paul Biya. Info Matin précise que c'est un don du président de la République Paul Biya. En page 30, on parle ce matin, même son de cloche pour le tri hebdo le soir de feu Armand Bianda qui consacre donc sa grande une à cette actualité. Dotation spéciale du chef
chef de l'État aux préfets et sous-préfets. Le MINAT remet 38 véhicules de fonction aux récipiendaires. Le journal revient sur cette actualité en page 3 et nous fait savoir que la cérémonie officielle de remise des clés a eu lieu à Yaoundé dans l'après-midi du lundi 3 avril 2023. C'était à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Corruption, on en parle avec le journal Le Jour. La Manmana à Keremouna. Le temps de l'action est venu. Lettre ouverte au président et membres du Sénat de l'Assemblée nationale. Cette lettre est présentée de la page 4 à la page 5. Mutation parle également de cette lettre en pied 1. Covid Gate, Can Gate, Glencore Gate à Keremouna interpelle Niat et Kavaï. Cette interpellation est à lire en page 8 du journal Mutation qui n'a pas loupé l'actualité concernant ce vol de bébé. On parle donc de l'hôpital La Quintini ce matin. L'affaire du vol du bébé volé est donc présentée en page 5. Le mystère reste épais en dépit de la mise au point du directeur de l'hôpital. La famille de la maman n'en démord pas. C'est ce que nous dit le journal Mutation qui est en kiosque et qui reste également sur cette actualité. The Guardian Post parle de cette corruption avec la lettre d'Akere Mouna, une lettre adressée donc aux parlementaires. Le journal The Guardian Post a également pu capter cette lettre qui revient naturellement avec cette actualité de la page 6 à la page 7. La voix des jeunes parle corruption et impunité. Maître Akere Mouna écrit à Niat et Kavaï dans une lettre ouverte devenue virale sur les réseaux sociaux en ces débuts de semaine. L'ancien président de Transparency International interpelle le Parlement sur les malversations financières qui ravagent notre société. Le journal revient donc sur l'intégralité de cette lettre de la page 4 à la page 9. La Nouvelle Expression parle également de la lettre d'Akere Mouna en page 8 et 9. Lettre ouverte, Akere Mouna écrit au sénateur. L'homme politique exprime ses vives inquiétudes face au cancer insidieux de la corruption qui ravage la société camerounaise et avilit sa démocratie. On parle également de cette autre lettre. Il s'agit bien évidemment de l'interpellation de Ninche, l'honorable Ninche, parlant de la Can Gate, du Covid Gate et de Olembe Gate. Ninche interpelle Dion Gouté. Cette interpellation est donc présentée en page 4 du journal Nouvelle Expression. C'est d'ailleurs la grande une de ce journal. Laissons cette actualité, intéressons-nous bien évidemment au RDPC qui a raflé toutes les places du côté du Sénat avec le messager qui est en kiosque et qui revient sur cette réaction de Jacques Famendongo. Le terme obésité est un non-sens. Le secrétaire national à la communication du RDPC tente de lever l'équivoque sur la majorité écrasante du parti au pouvoir au Parlement. On en parle en page 9 et on revient donc sur la réaction de Jacques Famendongo au journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe. Le quotidien bilingue Émergence s'intéresse aux cosmétiques ce matin et parle donc de ces produits. On en parle en grande une. 328 produits déclarés dangereux. La liste de ces produits est donc à lire et à consulter en page 3 du quotidien bilingue Émergence qui présente ces produits cosmétiques qui ont été déclarés produits dangereux pour les consommateurs. L'action de Jean Kueté reste sur Paul Biya ce matin, fidèle à ses alliances, conformément à sa politique d'ouverture et à sa loyauté envers ses alliés. Le chef de l'État a encore fait des heureux dans les rangs des partis concernés en y nommant des sénateurs titulaires et suppléants. Le journal L'Action présente la liste de ces sénateurs des partis alliés du RDPC en page 11. L'œil du Sahel parle du 6 avril, mémoire 6 avril 1984, 6 avril 2023, de la page 8 à la page de la page 2 à la page 8. On revient donc sur ces événements avec le journal L'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui nous amène également du côté du Logon et Chari, des kamikazes infiltrés dans des villages. L'alerte est présentée en page 7 du journal L'œil du Sahel. Le Popoli parle FECAFOOT, l'année de toutes les défaites. On s'intéresse ici aux arbitres et bien évidemment aux équipes des Lions indomptables. Arbitres mal payés, rareté des sponsors, championnat sans recette, Lyon en déroute, toutes les sélections comprises, Cannes, Chan mondial. Le journal Popoli fait donc l'autopsie de la Fédération camerounaise de football, bien évidemment de cette année qui s'achève. On parle donc de l'année de toutes les défaites avec le journal satirique Popoli qui est en kiosque et qui fait également large écho de ce coup de vol du côté du stade d'Olembe. Coup de vol au stade d'Olembe. L'information est présentée en pied 1 du journal Le Popoli qui est disponible en kiosque ce matin. Cette réaction
de Dominique Tita concernant la dépouille du révérend père Jean-Jacques Ola-Bébé qui est présenté au journal L'Info à chaud ce matin. Le journal L'Info à chaud revient donc sur cette réaction de l'animateur radio Dominique Tita. Dominique Tita, la dépouille du révérend père Jean-Jacques Ola-Bébé séquestré. Selon l'animateur radio Dominique Tita, proche du défunt, la dépouille du révérend père Jean-Jacques Ola-Bébé est séquestrée à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Les raisons de cette séquestration sont à lire en page 3 du journal L'Info à chaud qui revient sur cette actualité. Paul Biya a nommé 3 sénateurs de l'Ouest. Le départ de Sa Majesté Jomo Kamga Honoré fait beaucoup de bruit à Banjoun. Titre en une, le journal Ouest Echo qui reste sur cette actualité concernant la nomination des sénateurs du côté de la région de l'Ouest Cameroun. Intéressons-nous à présent à la déconcentration de la gestion des ressources humaines de l'État avec le quotidien de Jules Brice Ngaba qui nous dit que parlant de cette gestion, il y a encore beaucoup à faire. C'est le constat qui a été fait par le ministre Joseph Lé lors bien évidemment du séminaire de sensibilisation des acteurs intervenant dans la chaîne de gestion des ressources humaines de l'État. Un séminaire qui s'est ouvert hier à Yaoundé le 4 avril et un séminaire qui est présidé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. On parle politique avec le journal La République Presse qui nous amène du côté de la région de l'Ouest. Politique, élection sénatoriale dans la région de l'Ouest. L'honorable Fongan concrétise sa promesse de campagne dans les hauts plateaux. On revient donc sur les multiples actions de l'homme dans cette édition spéciale du journal La République Presse qui est disponible en kiosque ce mercredi. Leader presse d'Ambroise Médard Manga parle des communes amies et des enfants. Crescence, Odette Otou et Nadine Perrault peaufinent les stratégies. Ces stratégies sont présentées dans ce journal en page 6. Et du côté d'Union ESSO, on nous fait savoir que Guy Albert Bomba célèbre l'excellence scolaire. En page 3, on revient donc sur tous les élèves d'Union ESSO qui ont bénéficié d'un accompagnement et d'un appui pour célébrer l'excellence scolaire de ce côté. Il s'agit de l'œuvre de Guy Albert Bomba présentée par le journal Leader presse d'Ambroise Médard Manga. Deuxième fête internationale de la banane plantain Sud-Ouest 2023. Tony Obam et Gabriel Mbairobe entonnent l'hymne de la révolution agricole du président Paul Biya dans le Sud-Ouest. C'est la une du journal Le Pélican. Même son de cloche pour projection qui s'intéresse également à cette fête internationale banane plantain Sud-Ouest région 2023. La démonstration de l'amour de Paul Biya est présentée dans ce journal. L'élite n'est pas en reste et l'élite emboîte le pas à ces deux journaux qui parlent également de cette même actualité. Le journal Élite titre en grande une, économie, fête internationale de la banane plantain 2023. Tony Obam et Gabriel Mbairobe entonnent l'hymne de la révolution agricole du président Paul Biya dans le Sud-Ouest. C'est avec ce journal que nous refermons cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Jean-Claude Fouda. Merci à vous Théophile Vianney Biya pour cette abondante et édifiante actualité. Et du reste, vous allez certainement nous relayer ce qui est prévu au menu du journal, du 19h en anglais et puis le 20h en français. Au journal de 20h, au journal de 19h également, dans nos deux éditions de journaux ce soir, on va s'intéresser à ce fait de société. On va faire un tour du côté du quartier Mendong à Yaoundé et même du côté du quartier à Kassia et voir, vous connaissez, de ce côté, il y a un carrefour qu'on appelle Carrefour Kaka. Et ce carrefour... Il est toujours d'actualité ce carrefour? Oui, toujours d'actualité. Jusqu'ici, le problème n'est pas résolu et nous sommes en pleine période de pluie et ce sont de fortes pluies qui s'abattent sur la capitale politique Yaoundé et du côté du carrefour Kaka, c'est invivable. Les populations souffrent de ce côté. On va donc toucher du doigt la réalité de ce côté. C'est vrai que c'est pas la première fois. Le calvaire des populations de ce côté se vit depuis des années aujourd'hui et c'est au vu et au su de tous parce que les médias relaient l'information tous les jours, à tout moment et il faut dire bien évidemment que cette actualité continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive et il n'y a pas toujours de solution du côté de ce carrefour-là lorsqu'on sait que de plus en plus ce quartier est terriblement peuplé et vous pouvez imaginer... Laissez-moi dire que Théophile Vianney Biya, ce côté en réalité, Biema, Simendon et consorts, c'est pratiquement la partie la plus habitée de Yaoundé, la partie la plus populaire. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, lorsqu'un quartier est beaucoup plus habité, il y aura également beaucoup plus de déchets qui vont inonder les égouts. Et lorsque ces déchets surabondent dans les égouts, on peut donc vivre ce que l'on vit du côté du carrefour Kaka, bien évidemment ici même à Yaoundé. C'est en plein cœur de la capitale politique Yaoundé, il faut le rappeler, et c'est un calvaire qui est vécu par les populations. Alors c'est ce qui est donc prévu pour le menu de ce soir. On va certainement vous libérer pour retrouver évidemment
la rédaction en vous remerciant de votre présence avec cette revue d'actualité. Merci, très bonne suite d'émission à vous Jean-Claude Foudet ainsi qu'à votre panel. Merci à vous. Alors, nous allons revenir évidemment sur quelques sujets qui ont retenu notre attention. Nous allons bien entendu jeter un regard sur Info Matin, une information qui a été relayée par Le Soir, qui parle des 38 véhicules remis au chef de terre. Et bien entendu, je commence par vous, Bernard Basson. 38 véhicules remis au chef de terre. C'était par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Quel est le commentaire que vous pouvez coller à cette action qui, il faut le dire, n'est pas sans précédent? Il y a eu déjà quelques dons avant et on en vient encore à offrir 38 véhicules à quelques chefs de terre. Alors, je ne serai pas long là-dessus parce que je prendrai la peine d'évaluer le coût de ces véhicules-là à l'unité. D'accord. J'essaierai de faire une étude assez plate là-dessus pour, à l'issue, présenter aux Camerounais combien est-ce que ça coûte d'offrir autant de véhicules à des personnes dites chefs de terre dans un pays dans lequel la décrépitude alimentaire est manifeste, dans un pays dans lequel on n'a pas accès à l'eau, à l'énergie, etc. Donc, sur le plan purement administratif, c'est une consécutivité adéquate et naturelle parce que, techniquement, il est connu, il est su de tous que ces autorités reçoivent généralement du ministère de tutelle des gratifications de cette nature-là. Mais dans un pays comme le nôtre, je pense que c'est un peu excessif, c'est abusé. D'abord en ce qui concerne le nombre, mais surtout en ce qui concerne le coût de ces dons-là. Donc, techniquement, il y en a qui disent que ce n'est pas suffisant en tout cas. Bon. 38, on n'a pas que 38 chefs de terre. La suffisance est fonction de la voracité de certaines personnes et non de la réalité ambiante dans un pays. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, pour les personnes qui sont habituées à vivre dans l'opulence et qui sont voraces, ce n'est pas suffisant. Mais pour les Camerounais qui estiment qu'il leur faut le minimum, vous comprenez que ça peut être choquant. Donc, quoi qu'il en soit, si sur le plan administratif, c'est naturel, c'est normal d'offrir à des chefs terre, entre guillemets, des gratifications de véhicules pour leur mission commune, c'est vrai quand même que dans un pays comme le nôtre, c'est assez coûteux. Et ça devient difficile à gérer pour des personnes qui n'arrivent pas à avoir de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi se vêtir. C'est assez délicat. Bienvenue Somba, Bernard Basson parle du coût. Vous estimez que c'est nécessaire ces véhicules? Est-ce que vous estimez qu'au-delà du prix, on aurait peut-être choisi un autre type de véhicule? C'est important, c'est donc? Non, déjà, je ne connais pas le type de véhicule. Mais c'est des 4x4 pour vous rassurer. Oui, effectivement. En majorité des pick-up. C'est plus que nécessaire. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est dans un pays qui est tombé trop bas qu'on puisse penser que remettre un moyen logistique à un chef de terre fait problème. Et puis, lorsqu'il a suivi le MINAT parler de ces véhicules hier à la radio Poste Nationale, il a parlé du don du chef de l'État. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Bon, moi, je suis un observateur de la gouvernance, de politique publique. Donc, je connais un certain nombre de choses. Quand on parle du don du chef de l'État, ça voudrait dire que ces véhicules n'ont pas forcément coûté un franc au budget du Cameroun. Le président de la République reçoit de nombreux dons, chaque année, même en argent. Moi, j'ai vécu un projet un jour, j'ai participé à un projet un jour, où le pape avait remis des milliards comme cadeau. Le pape? Oui, au président de la République. Le pape, de temps en temps, récompense les chefs d'État où l'Église catholique se porte bien. Et le président de la République avait voulu qu'on construise une cité municipale dans une ville du Sud. Bon, ça n'a pas pu marcher. Il y en a qui estiment que c'est de l'argent qu'on retroussait en réalité quelques États où on a pratiquement eu des terres gratuitement. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est l'argent retrocédé ou pas. Mais je vais répondre à Maître qui disait que cet argent-là, ce véhicule-là coûte quelque chose au budget. Ça ne doit pas coûter forcément. Ça ne sort pas forcément du budget. Ça peut être un don de 100 véhicules ou de 200 véhicules. Moi, j'ai vu des gens aussi qui ont des véhicules que des constructeurs font cadeau au président de la République. Ça vient comme cadeau. Je ne vais pas parler de budget. Tu as parlé de la charité. J'ai parlé du coût de la voiture, estimant qu'on aurait même pu les revendre, prendre l'argent et donner à des personnes qui souffrent davantage. C'est ce que je veux dire. Je ne vais pas parler du budget. Ah, d'accord. Bon, sur ce point-là, j'ai tantôt dit donc qu'il n'y a pas de problème à ce qu'on remette. Moi, j'ai vu une image un jour dans les médias sociaux où on portait un préfet de l'extrême nord sur la moto pour faire la tournée des villages. Ça, ce n'est pas digne d'un pays qui se veut moderne. Ce n'est pas digne d'un pays qui se veut moderne. On doit donner... J'ai dit tantôt aussi que ce n'est pas parce qu'on est tombé trop bas qu'on va voir d'un mauvais œil qu'on donne un véhicule à un sous-préfet. Non, ce n'est pas ça.
On devrait leur donner ça. Ce sont des gens comme vous et moi. Vous, si on vous envoie à Mulundu ou à Lomé, comme sous-préfet, et on dit que c'est la mobilette que vous allez utiliser pour aller maintenir la sécurité sur le terrain, est-ce que c'est normal? C'est des gens qui ont fait les mêmes universités que vous. Le débat n'est pas entre vous. Alors, ce que je dis, si vous permettez que je précise un élément, c'est que dans un pays dans lequel les gens souffrent tellement, ça peut paraître choquant. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Bon, mais ça peut paraître. Ok. Administratif, ça n'a rien d'exceptionnel. Je l'ai dit. C'est consécutif. Oui. Mais dans un pays comme l'autre, ça devient délicat parce que les gens souffrent tellement. À Mulundu, le sous-préfet dans un 4x4, des gens sont en train de souffrir, n'arrivent pas à manger. C'est délicat. C'est ce que je vous dis. Prenez comme la réalité globale, pas que des privilégiés. C'est de ça que je parle, monsieur. De toute façon, entre vous et moi, nous sommes dans un État libéral. On n'est pas encore dans un État libéral où c'est un État où il y a forcément une classe sociale privilégiée. Ouais. Hein? Que nos hommes politiques qui veulent le pouvoir commencent à nous dire que quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont détruire l'État libéral pour qu'on rentre dans l'État intervenant, dans l'État paternaliste. Hein? Ouais. Si tout le monde veut faire la même chose que le RDPC, on va demeurer dans l'État libéral. Et dans l'État libéral, forcément, il y a une société, une classe de personnes privilégiées et on ne peut pas, c'est structurel. Alors, Pierre Blériot-Niémec, la question semble se poser au niveau du coût qui, pour certains, semble prohibitif. Alors, des véhicules 4x4, au moment où on parle de la réduction du train de vie de l'État, est-ce que cela peut vous sembler paradoxal? Non, il faut souvent achever les paroles du ministre Tangandi. Des véhicules 4x4, peña. C'est important d'ajouter peña. Voilà, il faut ajouter peña. Ouais. C'est-à-dire tout neuf. Voilà. Quand vous ne dites pas peña, ce n'est pas Tangandi. Ben, c'est bien. Non, monsieur Dieudonné, bienvenue vous a dit quelque chose. Nous sommes tombés trop bas. Nous avons je vais prendre ça au niveau micro, au niveau domestique. Ouais. Un homme qui était millionnaire et chez qui tout le monde prenait le petit déjeuner normalement, commence à compter les billets de 1000 francs à sa femme quand elle va au marché. Tu devais revenir avec 700, non. Vraiment, les sous-préfets ne sont pas notre problème. Il y a beaucoup d'argent. On peut même acheter les voitures à tout le monde. Ouais. Au Cameroun, on peut offrir la voiture à tous les Camerounais. Ah bon? Oui, il y a suffisamment d'argent pour ce genre de choses. Donc, si on retire même, Bernard, l'argent qui était destiné à l'achat des véhicules, on ne va pas en faire quelque chose de bien. Donc, au moins, donner au sous-préfet qu'il soit bien véhiculé. Voilà. Ça, les véhicules, je précise, peña. Maintenant, pour le reste des Camerounais qui vivent dans des zones reculées, même à Yaoundé, vous allez donc souffrir que la poussière des véhicules des sous-préfets vous rentre dans les narines. Parce que ça aussi, c'est votre condition. C'est comme ça. Quand vous avez des véhicules peña qui roulent sur les routes d'hier, c'est-à-dire que les routes moyenâgeuses. Non, les Camerounais d'aujourd'hui ont les voitures de demain et roulent sur les routes d'hier. Donc, ils vont donc rouler avec leurs véhicules peña. Ils vont vous envoyer la poussière que vous allez aussi bien ingurgiter. Et si vous essayez de ne pas prendre ça très bien, le ministre Atangandi a des serpents affamés. On peut vous les envoyer, les serpents affamés. Donc, il faut des véhicules peña pour tous les sous-préfets. Ce n'est pas suffisant. On avait commencé. Il y en a qui n'ont pas de véhicules. Il faut que tout le monde ait des véhicules. La mauvaise gestion, je suis au niveau micro, au niveau domestique. Ouais. Quand un parent gère mal les biens de la famille, certains enfants ont tendance à s'en prendre à leurs frères et sœurs qu'ils croient être mieux lotis. C'est-à-dire le papa, il fait donc du banditisme, il paye l'école à un tel, et les autres enfants croient que c'est parce qu'on a payé l'école à tel qu'on a... Non, c'est le père qui gère mal. Mais c'est un poids de mesure. Non, je vous dis que vous servez à quoi? Vous servez à rien. Les sous-préfets maintiennent l'ordre et s'assurent, par exemple, on va vers des élections. Il faut 180 députés du RDPC. Et on vous a dit d'arrêter de parler de l'obésité politique. Le ministre Famine Ndongo a dit que ça ne signifie rien. Du tout. Un parti peut, à l'occasion, prendre 100% des élections. Voilà, donc, ainsi de suite. Même si sur le plan pratique, on ne voit pas ce parti, on peut quand même constater qu'il a 100 sénateurs, qu'il aura 180 députés, 360 maires, ainsi de suite. Ça, c'est bien. Donc, et vous restez là à vous plaindre des petits véhicules des sous-préfets et tout ça. Ça, c'est des véhicules d'ailleurs que certains ministres, dont je ne sais pas, les gens, comment on les appelle là? Ceux qui travaillent chez les ministres, là, les hommes de main,
les majors utilisent pour les champs des ministres. Et vous voulez maintenant que ce soit une affaire? Non. Et après ça, il faut monter avec les Prado. Vous savez, les Prado pour les préfets, c'est pas beaucoup, 53 Prado de 80 millions. Peña. Donc, maintenant, les OTS, les enseignants, qui attendent la révolution, non, ils doivent attendre. Ils ne nous servent pas à grand-chose. Aller raconter les histoires dans les salles de classe, là, c'est pas important. C'est le maintien de l'ordre qui est important pour ce pays. L'ironie de M. Niamey. Donc, justement... non, s'il vous plaît, c'est très... Il n'y a pas de... Donc, on va donc chuter. Après ça, il y a les commandants de brigade. Il faut les doter des véhicules suffisamment solides. Parce qu'ils ont du boulot. N'est-ce pas? J'en déduis selon votre posture ironique. Non, il n'y a pas d'ironie en cela. Ah bon, vous êtes... c'est ce qu'il faut faire. Objectif. Pour maintenir l'ordre. D'accord. Non, je veux dire, rapidement, je veux dire, même s'il faut acheter des véhicules Peña à toutes ces autorités, la préfectorale de la sécurité de police, ces véhicules ne dépasseront jamais le coût de 3-4 milliards. C'est pas ça qui est un problème pour un budget de 6 000 milliards. Il y a même, je dis qu'il faut, et si ces véhicules, ces sous-préfets estiment que ce n'est pas assez, il faut ajouter. Il faut qu'ils soient suffisamment à l'aise. Parce qu'ils... C'est pas eux qui décident. Non, c'est eux qui décident, c'est pas vous qui décidez. Non, c'est eux qui assurent le gouvernement. C'est le gouvernement qui décide le nombre de véhicules affectés à un chef d'État. C'est eux qui assurent le maintien de l'ordre. Et nous sommes dans un État policier. Ce qui est donc notre priorité, c'est quoi? Le maintien de l'ordre. De toutes les façons, ce sont vos propos, Pierre Blériot et Niamey. Est-ce que j'ai dit que c'était les vôtres? De toutes les façons. Alors, nous allons évidemment accueillir Ramani Iye, qui nous a rejoint sur le plateau. Il est analyste politique. Politologue. D'accord. Vous nous direz certainement la différence entre temps. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. En fait, la politologie a des démarches. Allons-y rapidement. Et il y a le commentaire, il y a l'analyse. Donc, quand on dit qu'on est analyse politique, on réduit quelqu'un à une démarche alors que le champ est vaste. C'est ce que je voulais souligner juste. D'accord. Donc, politologue, c'est un peu plus... C'est ça la science. D'accord. L'analyse, c'est une démarche. La démarche analytique. Alors, vous collez rapidement en commentaire sur le sujet que vous avez trouvé sur la table à votre arrivée. 328 véhicules, 38 véhicules, 4x4 Peña, pour reprendre les expressions du ministre, par le biais aussi de Blériot. Quel est le commentaire que vous pouvez coller à ce don, ce taux de don? C'est vrai que j'ai du mal à comprendre la notion de don. Quand on dit le don, le chef de l'État. Oui, puisque le chef de l'État, c'est une autorité publique. Bon. Et puis, il y a M. Paul Biya, donc il y a l'autorité publique qui est président de la République, et M. Paul Biya qui est une personne comme nous. Alors, puisque lorsqu'on parle souvent des dons et des legs, c'est des personnes privées ou des particuliers qui offrent des choses aux autres. Donc quand on dit le chef de l'État, en ce moment on ne peut plus parler de dons, car le chef de l'État c'est une institution. Donc j'ai du mal à comprendre ces oxymores. Mieux vaut on dire le don de M. Paul Biya au préfet et au sous-préfet, car un chef d'État n'a pas un budget pour faire des dons. Mais un individu peut faire des dons, puisqu'on dit que la charité est subjective, elle est personnelle, elle est individuelle. Par contre, la justice qui est étatique se veut objective. Et l'objectivité se fonde donc sur les caisses publiques, donc le trésor public. Donc moi, je préférerais qu'on parle de façon claire et qu'on nous dise exactement d'où viennent ces fonds. Car nous ne pouvons pas toujours réciter ce qu'on nous balance dans peut-être la flagornerie. Vous estimez que le chef de l'État ne peut pas faire de dons? Non, je vous dis que le chef de l'État, c'est une institution publique. D'accord. Une institution publique, une institution ne fait pas des dons, puisque une institution est dotée d'un budget de l'État. Et ce budget est dépensé conformément à la réglementation en vigueur. Alors, on ne peut donc pas prendre l'argent du trésor public et dire qu'on fait des dons avec. Vous comprenez avec moi? C'est entendu, Ramani. Nous allons évidemment jeter aussi un coup d'œil sur le Popoli, l'année de toutes les défaites, rapidement, avec vous, Bernard Basson. Et tout a-t-il échoué, selon vous? Et tout a-t-il échoué? La question c'est le Popoli qui... Vous avez posé la bonne question à la mauvaise personne. La question peut se poser à la réalité. Que chacun puisse réagir sur... La question peut se poser parce qu'aujourd'hui, le bilan des sélections nationales, que ce soit la sélection A, féminine et la sélection jeune, le bilan fait état de ce que les résultats quand même soient plus que médiocres. Donc, s'agit-il d'un échec momentanément? Oui.
Fondamentalement, c'est un échec. Maintenant, est-ce que l'échec va perdurer? Là, je ne sais pas. Donc, sur le coup, je pense que la titraille n'est pas mal pensée. Donc, au vu des résultats actuels, au vu des situations probantes, au vu de l'état des sélections et du contexte ambiant du football camerounais, quand même, je pense que sur la circonstance, sur l'élément présent, sur le temps actuel, on peut parler quand même d'un micro-échec. Voilà. Mais il faut aussi tenir compte du temps qu'il a mis jusque-là, le président Eto'o, qui, ma foi, encore pratiquement 6 ans, il me semble. Mais à vous aussi, Ramani Yé, quel est le regard que vous jetez sur cette titraille du Popoli, l'année des défaites Eto'o? Jusque-là, on peut au moins encore lui accoler des circonstances atténuantes où il faudrait systématiquement le laminer au pilori. Ce qu'il faut constater, c'est que dans le champ politique, il y a des camps. Et ces camps peuvent être d'ordre idéologique, d'ordre médiatique. Comme dans tous les pays du monde, il n'y a pas de journal neutre, il n'y a pas une presse neutre. Quand vous allez en France, on sait pour qui roule le point. Vous estimez que le Popoli est partisan? Oui, bien sûr. Oui, mais le Popoli, on pose la question, l'année d'échec. Ça c'est une ligne éditoriale. L'année d'échec des taux. C'est 12 mois. L'année de toutes les défaites. De toutes les défaites. Est-ce qu'il y a les défaites? Quelle est l'observation? Vous êtes un scientifique. Est-ce qu'il y a les défaites? Vous êtes de cet avis ou pas? Écoutez, vous me demandez de dire oui ou non. Mais est-ce qu'il y a les défaites? On dit l'année des défaites. C'est ce que le Popoli dit, l'année des défaites. Je suis en train de parler. À peine j'ai introduit Omar Yar, c'est la parole. Du jeu, en tout cas. Voilà, donc je dirais donc je ne partage pas cet avis, mais je voudrais simplement dire que ce qui est dit là, c'est par rapport au camp auquel appartient le journal Le Popoli. Vous n'êtes donc pas de cet avis, vous estimez que dans le journal Le Popoli appartient à un camp politique. C'est entendu, Ramani, c'est entendu. Donc les constats faits par ce journal rentrent d'abord dans le combat politique qui est en arrière-plan. Et deuxièmement, lorsqu'il fait, que ce soit un constat ou une constatation, ce n'est pas une parole d'évangile. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je sais ce qui se cache derrière. C'est parce que je préfère donner la possibilité à Pierre Biron Yemek de réagir à... Oui, chacun réagit à sa façon. On espérer évidemment que bienvenue J'ai dit ma part. Jacques Le Foyer. On nous déclare une constatation. On dit qu'il y a eu accident à l'entrée de Lembe. Ouais. On n'a pas besoin d'appartenir au MRC ou au RDP. Pour faire le constat. On voit s'il y a eu accident. Encore que personne n'a parlé du MRC ici. Oui, je dis accident. Si tu es du MRC ou du RDPC, tu peux voir qu'il y a eu accident. Popoli dit l'année de tous les échecs. Une année, c'est 12 mois. Vous regardez donc s'il y a les échecs. Et vous voyez que toutes les sélections, comme M. Bernard Basson vous l'a dit, ont eu des échecs. Vous constatez, même si vous êtes la femme de tout, vous constatez simplement qu'il y a eu les échecs. Quand vous envoyez votre enfant à l'école, c'est pour 9 mois, n'est-ce pas? S'il revient avec un bulletin qui a moins de 10, on commence à vous dire... D'abord, le Popoli dit un truisme. C'est comme ça qu'on appelle ça en France. En français raffiné, un truisme. Ouais, c'est un truisme. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin... C'est même une redondance, une lapalissade. Ouais. Tu regardes et tu vois, tu n'as donc pas besoin d'appartenir à une ligne. C'est donc l'année de... Je vous rappelle que Ramani, avis à vous. Ce n'est pas un avis. Donc, non, il n'y a pas de politologie là. Jean-Claude, pour être précis, moi je travaille pour la vous. Non, je travaille pour la Jacques-Claude. Permettez que je vous dis que sur la question que vous nous posez, vous nous posez une question rhétorique. Bien entendu. C'est ce qu'on dit en bon. Sa réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Vous avez... Ramani, vous avez donné votre avis. Il me semble que en grammaire normative, une question rhétorique, c'est une question qui est déjà une réponse. Vous êtes un scientifique. Là, on est en grammaire normative. Il a dit 12 mois d'échec. Vous observez, vous voyez que c'est l'échec. Vous dites seulement oui. C'est une question pas de cet échec. Bien. Alors, bienvenue Essomba. Eto'o, il est là pratiquement depuis décembre 2021. Et donc, il y en a qui se précipitent, on va le dire ainsi, de le juger jusque-là. Lui qui a su proroger de façon... arbitraire. Bon, je ne vais pas utiliser vos termes. En tout cas, son mandat est passé de 4 à 7 ans. Et donc, il a quand même encore quelques années devant lui. Vous êtes de cet avis, vous lui accorderez quand même quelques années. Jean-Claude, je vais emprunter le pas à mon ami Ramani sur ce qu'il a dit concernant l'assistance. Ouais. La démarche analytique consiste à ce que lorsqu'on a
étant aussi observateur de politique publique, le football c'est une affaire publique, hein. Donc je me sens autorisé à évaluer les performances des acteurs du football, surtout des responsables. Bon, quand je regarde les 14 matchs qu'Eto a déjà fait livrer avec la nationale. C'est vrai que vous faites tout de parler plutôt d'Eto. Il y en a qui ont estimé que ce n'est pas lui qui joue au stade. Qui joue. Oui. C'est lui, il a fait livrer. Ça fait 3 défaites, 3 matchs nuls, je crois, et 8 défaites. 3 victoires, 3 matchs nuls et 8 défaites. Oui. En économie, nous avons ce qu'on appelle le rapport d'étape. C'est-à-dire après une étape, comme une année de 12 mois, on fait un rapport de suivi-évaluation. Voilà. Alors, nous en sommes où? Nous en sommes à une majorité des défaites par rapport aux victoires. Mais ici, le Popoli n'a pas dit que Eto a échoué. Le Popoli dit défaite. Le Popoli parlait de défaite. L'année des défaites. Voilà. Mais c'est le constat. Oui. Voilà. Le Popoli parlait de l'année de toutes les défaites. Et toutes les sélections ont été battues cette année. Toutes les sélections ont été battues, mais cela ne voudrait pas dire que la politique, la stratégie d'Etoile à la tête de la FECAFOOT a échoué, puisqu'Etoile a encore au moins... On n'en est pas là. Il y a encore 3 ans statutaires devant lui et peut-être 6 ans en projection. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il a échoué, mais il est normal qu'on constate en termes de suivi et évaluation qu'en un an, Eto a... Laissez un peu Eto. Jusqu'ici, les résultats ne sont pas... L'année de toutes les défaites. Pour qui? Pour la sélection ou pour les sélections camerounaises. Eto n'est pas les sélections. Il n'en est même pas le garant. Attends. Eto est un ministre même tutélaire par rapport à Eto. Tout le monde porte le nom de Paul Biya dans sa bouche pour dire que le Cameroun a échoué. C'est Paul Biya qui a 30 millions de Camerounais. La sélection camerounaise ou les sélections de toutes les façons sont gérées par le ministre. Sachez-le d'abord. Non. Gérées par le ministre. Ce n'est pas le ministre qui... Ce n'est pas le ministre. On voit Eto assis sur la tribune en train de dire que, en train de faire des gestes au sélectionneur que fait entrer tel joueur, fait sortir tel joueur. On voit Eto en train de peser de tout son poids pour le choix d'un sélectionneur. Le sujet... Les 12 mois de défaite de l'équipe nationale sont les 12 mois de défaite d'Eto. Ok. C'est votre avis, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai dit on parle des sélections, pas des individus. Et sur ce point-là, sur 12 mois, une sélection doit briller par 2 choses. Le nombre de victoires et la progression. Est-ce que c'est juste qu'à Cameroun ont progressé sur le temps? Est-ce que l'équipe féminine, des U23, des U20, des U17, des U15 et des A a progressé sur le temps? Non. Est-ce qu'il y a des victoires escomptées? Qualification pour la Coupe du Monde au second tour, par exemple, pour les CAN, pour le CHAN remporté, la CAN remportée à domicile? Non. Donc, clairement, sur le bilan des sélections... Le football, c'est une affaire populaire. L'homme de la rue n'entre pas dans ces analyses scientifiques. L'homme de la rue veut voir avec les yeux ce qui se passait en 12 mois. C'est ça que la presse retransmet. Pourquoi vous voulez que quand toi tu interpellais Ramani tout à l'heure, mais tu n'es pas là pour nous dicter l'évangile. Non, ne reçois pas l'évangile de toi. Vous n'êtes pas intervenu quand tu parles, monsieur. On ne reçoit pas un évangile de toi. Bienvenue Somba. Bernard, je vous en prie. Bienvenue Somba. Le sujet, certainement, il défait la chronique. Certainement, c'est beaucoup de passion, mais ce n'est pas le sujet retenu de toutes les façons à l'ordre du jour. Et évidemment, pour essayer un peu de calmer le jeu, on va prendre un verre d'eau et on revient certainement à l'autre rubrique. Alors, retour sur le plateau. Évidemment, ça continue de débattre en off. C'est un sujet qui déchaîne les passions. Mais permettez qu'on puisse embrayer évidemment sur la dénonciation de ce matin qui porte la signature de Bernard Basson. Bernard, qu'est-ce qu'on devrait retenir ce matin sur la dénonciation? Aujourd'hui, on nous sort du réchauffé, on dénonce du réchauffé. Alors, ça fait 2 jours que la toile s'embrase un peu. Il y a des publications venues ça et là de ce qu'il y a eu. Coup de vol à Olembe, et d'ailleurs, le Popoli l'a titré en pied de une ce matin en faisant référence à ce que tu fais de la négligence. On ne sait pas. Soit de Magui le constructeur, soit du gouvernement camerounais. Il y a eu une période de 14 mois d'impayés qui a été accusée par ceux qui étaient chargés de la sécurité au stade Olembe. Et du fait de ces impayés-là, ils ont décidé de déserter le camp. Et donc, des badauds, des malfrats et des desperados ont décidé d'aller tirer, d'aller couper tous les fils qui alimentaient le stade en termes d'électricité. Donc, désormais, le stade est non seulement dans le noir et il y a eu de nombreux coups de vol à l'intérieur du stade. Donc, cette négligence coupable, on ne sait à qui vraiment l'imputer. Mais il faudrait qu'on en parle pour que les Camerounais comprennent que ces stades qui avaient été vantés comme étant des prouesses technologiques, comme étant des symboles assez protubérants de la puissance sportive camerounaise, aujourd'hui sont délabrés, sont abandonnés à eux-mêmes et cela pose un problème réel.
Alors, Ramani, hier, coup de vol à Olembe, des fils coupés. Et donc, c'est là qui donne l'impression, évidemment, mais pas que l'impression, que c'est pratiquement une enceinte poreuse. Selon vous, est-ce que ça se comprend qu'il y ait un coup de vol dans une telle structure qui, jusque-là, on le sait, a donné pas mal d'énergie, pas mal d'argent, et même focaliser les attentions à un moment donné? Vous savez, c'est l'État qui doit garantir la sécurité du patrimoine administratif. Et il le garantit comment? Soit en prévenant ou en réprimant, parce que la prévention et la répression. Et la prévention est d'abord d'ordre de la police administrative. Et qui dit police administrative, nous rentrons donc dans l'ordre public qui suppose la sécurité, qui suppose la sûreté. Et il y a donc un bras sécurité de l'État qu'on appelle de façon prosaïque en droit administratif, on parle des forces publiques. Et les forces publiques, c'est qui? Ce sont les policiers, ce sont les gendarmes, ce sont les militaires, et les paramilitaires même, etc. Donc je m'étonne que dans un pays où on parle beaucoup de subventions adressées aux forces de l'ordre et à tous ceux qui tiennent les structures de commandement, qu'en même temps, on nous dise qu'il y a eu un coup de vol, puisqu'il y a un autre principe en ce qui concerne les actions administratives, notamment de sécurité. On parle des effectifs. Les effectifs, est-ce qu'il manque d'effectifs pour positionner les policiers et les gendarmes autour de ce stade? Parce que s'ils étaient présents, je ne pense pas que les malfrats seraient passés pour voler, sauf si on peut les accuser que vous étiez présents, mais vous avez aussi volé. C'est un peu décevant de suivre une chose pareille, car je pense qu'on recrute dans les forces publiques, je pense presque chaque année, et comment on peut donc, sur un patrimoine aussi important, dans un pays où le football est presque une religion, les autres lieux sont gardés. Vous constatez avec moi que il y a des forces publiques, je dis bien forces publiques, je ne parle pas de vigiles, dans des domiciles privés, nous le voyons partout, ne serait-ce qu'à Yaoundé. Vous voyez parfois un policier, parfois 2 et 3 autres, qui gardent un domicile privé. Entre un domicile privé et un patrimoine public qui relève de l'ordre général, donc d'un bien du peuple, qu'est-ce qui est important? C'est décevant d'entendre ça. Nous espérons qu'on ne va plus un jour huir ce genre de scandale, alors que les effectifs sont là, les gendarmes et policiers sont là. Nous espérons ne plus entendre ce genre d'impair. Alors, bienvenue Somba, évidemment, Ramani qui dénonce cela, du moins il pointe un doigt accusateur sur l'État. Entre-temps, on a fait comprendre que les travaux devaient reprendre de ce côté-là. On n'en sait pas évidemment si on a avancé ou si on a reculé. Et il y a quand même quelques badauds qui rentrent dans une telle enceinte. La société qui devait reprendre les travaux, jusque-là, me semble, n'est peut-être pas au goût du jour. Qui est le véritable coupable? N'est-ce pas peut-être ces Camerounais, ces badauds-là qui n'ont pas compris qu'en réalité, il s'agit d'un bâtiment? Allons-y. Olembe, c'est un patrimoine de plus de 200 milliards, comme disait Ramani. Quand vous êtes dans un pays où l'ascenseur personnel du chef de l'État dans l'enceinte de la prison tombe en panne, la voiture officielle du chef d'État lors du défilé national. Olembe, c'est une goutte d'eau dans la mer. Laisse-moi continuer, laisse-moi développer. La voiture personnelle officielle du chef de l'État tombe en panne de carburant. Ah, c'était le carburant? Sur la place de fête. J'ai dit tout à l'heure qu'on est tombé trop bas. Et je suis un observateur de politique publique. Tout à l'heure, on a parlé de moyens logistiques qui sont alloués abondamment aux forces de sécurité. Ne serait-ce que la surveillance à la ronde dans la nuit. Olembe, c'est une partie de la ville qui a une compagnie de gendarmerie. On ne peut pas compter des commissariats spéciaux. On ne peut pas compter des commissariats, je ne sais plus quoi. Il y a un sous-préfet. Et on va s'attaquer à un patrimoine public de plus de 200 milliards de francs de valeur. Ça, c'est une conspiration. Allez donc voir ce qu'on a volé. Vous pouvez trouver que là-bas, on a même volé le tapis qui est sur, je crois, si c'est le tapis artificiel, les gens ont volé pour aller placer chez eux. Vous croyez que c'est les gens d'un tabac qui vont voler ça? Les gens sont partis. Quand on nous dit ce qu'on a volé, on a même volé les climatiseurs. Vous croyez que c'est les gens d'un tabac qui vont aller porter les climatiseurs pour aller mettre dans les baraquements?
C'est une conspiration. Les gens ont décidé de tout gâter, de tout saboter au pays. J'ai parlé tout à l'heure d'une minorité, dans une économie libérale, d'une minorité de privilégiés qui accapare tout. Nous sommes dans cette logique. Vous croyez que on va aller arrêter quelques petits mièvres là, on va dire que voilà les petits délinquants, ça ce sont des histoires. Tout à l'heure on en vient sur le cas de la CNPS, vous allez entendre. D'accord. Alors Pierre Blériot-Niemek, bienvenue, qui semble dénoncer, on va dire, le laxisme et peut-être des complicités internes. Du coup, on a l'impression que Olembe, jusque-là, qui, ma foi, a déchaîné quand même quelques passions, des chiffres ronflants. Décidément, c'est un complexe, on va dire maudit, le complexe de Olembe. Non, n'allez pas mettre vos malédictions sur le quartier Olembe. Comment comprendre les gens qui ont volé l'argent d'Olembe n'habitent même pas Olembe. Ah, d'accord. Donc, les gens d'Olembe subissent. Le président de la République s'est rendu compte, parce que quand il fait bien, il faut dire qu'il fait bien. Ouais. Il s'est rendu compte que les gens qui travaillent avec lui n'ont aucun souci de l'avenir de ce pays. D'accord. Il s'est rendu compte. Il a commencé à prendre quelques petites précautions. Il a mis sur pied l'ONIES, l'Office national des infrastructures. Il a nommé d'ailleurs Joseph-Antoine Bell comme PCO. Désormais, c'est eux qui doivent sécuriser, qui doivent maintenir l'entretien, viabiliser et rentabiliser ces équipements. La problématique qui se pose dans le cas d'Olembe, c'est que le stade d'Olembe n'a même pas encore été réceptionné. D'accord. Vous voyez, la première fois que les Camerounais... Le stade d'Olembe n'a pas encore été puisqu'il n'est pas achevé, réceptionné. Parce que, vous voyez, l'ONIES est donc à cheval. Du coup, ça complique la situation. Oui, ben ça complique la situation pour tout le monde. Il faut clairement qu'on acter que ceux qui ont géré ce projet ont déjà échoué. S'ils ont bouffé de l'argent, si on veut les mettre en prison, si on veut les pendre, qu'on le fasse et qu'on confie la suite à l'ONIES. Qu'on dise à l'ONIES, bon, achevez-nous le stade d'Olembe. Bien évidemment, on ira encore prendre dans les fonds publics. Parce qu'on ne peut pas se permettre, comprenez la problématique. Un stade qui nous a englouti autant d'argent, un complexe qui nous a englouti autant d'argent. Si on le laisse en l'état, il va se dégrader. C'est un peu comme lorsque vous faites votre propre construction. Il y a des niveaux où vous êtes contraint, même si l'architecte vous a escroqué, bienvenue, vous êtes obligé de chercher de l'argent pour achever votre ouvrage. Parce qu'il faut le rentabiliser. Et maintenir même la partie déjà achevée. Mais c'est pratiquement une patate chaude qu'on va refiler à l'ONIES. Non, l'ONIES devra assumer. C'est-à-dire qu'on lui refile cette affaire, l'ONIES continue. Mais là, il faut un travail, et je crois que c'est sur ça que l'ONIES travaille, d'évaluation. L'ONIES, si c'est sérieux, si l'office est sérieux, et je suppose qu'il l'est, il ne va pas dire non, comme les Camerounais aiment faire, donnez-nous 30 milliards. Non. C'est pas comme ça. Pas de précipitation. Vous évaluez exactement. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une fois qu'on vous a donné de l'argent, que vous reveniez dire non, ça n'a pas suffi. Vous commencez à faire une mauvaise prestation. Donc, vous évaluez et on fait le constat selon lequel ceux qui ont géré le projet ont échoué. On en tire les conséquences. Maintenant, Bienvenue vous a expliqué quelque chose. Ce qui s'est passé, effectivement, non. Je dédouane les forces de l'ordre, les FMO. Les FMO ne sont pas là quand vous organisez votre vol pour aller sillonner. Non, ces gars qui organisent le vol savent comment distraire ces choses. Peut-être même les choses ont été volées avant. On vient vous le dire à un moment où on sait que bon, ça va faire du buzz. Ce sont ceux qui gèrent ce projet qui doivent le sécuriser jusqu'à livraison. C'est-à-dire que quand vous êtes ingénieur, architecte, un ingénieur, un architecte, je vous confie. Mais sauf Blériot que quand vous dites que ceux qui gèrent le projet jusqu'à temps, on ne sait plus exactement. Non, c'est le ministre des Sports qui gère ce. Comment vous ne savez pas comment? Il ne nous a pas annoncé dernièrement qu'ils allaient reprendre les travaux. Vous n'étiez pas là? Il a dit, mais... Mais attendez, c'est lui qui gère ça. Ce n'est pas réceptionné. Est-ce que vous comprenez? Jean-Claude m'a donné de l'argent pour gérer son chantier et lui livrer clé à la main. Si je viens te raconter qu'on a... Il y a eu comme une sorte de ping-pong entre le président de la République... Non, si je viens te raconter qu'on a volé les câbles électriques pour lesquels tu m'as donné de l'argent, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi, tu veux... D'ailleurs, je dois remettre les câbles. C'est trivial. Je dois remettre des câbles, c'est pas ton problème. Parce qu'une fois que je t'ai fait le devis,
et que tu m'as confié la charge de ton chantier, je suis en charge en même temps de la sécurité. De ce chantier-là. Je peux pas venir. Si j'ai acheté 2 tonnes de ciment, je suis venu déposer dans la nuit et je viens te raconter le matin que les bandits sont venus prendre les 2 tonnes de ciment pendant la nuit. C'est ton problème? Tu vas me donner de l'argent à nouveau pour 2 autres tonnes de ciment? Mais quand voilà les aléas. Donc quand les gens croient qu'ils doivent seulement discuter les choses, le ministre des Sports et tous ceux qui gèrent doivent restituer simplement ce qu'on a pris à Olembe. Aussi simple. Moi, je ne vois pas où est le débat. Ils remettent les choses là à Olembe. Non. Les FMO ne sont pas les valets des gens qui ont bouffé de l'argent pour aller se balader dans les chantiers. Non, non. Vous pouvez même vous faire assassiner par d'autres bandits qu'on a envoyés là-bas. Tout simplement. Donc, non, il reste quand même que, pour le peu de connaissances que j'ai de la sécurisation de la cité, n'est-ce pas? Les autorités SACER organisent un programme de sécurisation. Ils indiquent les points stratégiques que les FMO doivent contrôler. Bienvenue, peut-être tu ne me saisis pas. Je vous dis, on vous a déclaré qu'on a volé à Olembe. Vous savez à quelle date on a réellement volé? Non. Vous savez si c'était de jour ou de nuit? Non. Mais attends, les FMO, si elles voient les gens qui sont supposés entrer à Olembe, travailler à Olembe, ces FMO vont aller s'opposer à ces gens-là que n'entrez pas, ne travaillez pas. Elles ont un tel mandat. Non, donc vraiment, comme je vous l'ai expliqué, Jean-Claude m'a donné de l'argent pour gérer son chantier. Je prétends avoir mis les fils électriques, on les a volés, j'achète des fils électriques, je remets. On espère tout simplement que la responsabilité en cascade sera rétablie de ce côté-là. Maintenant, à vous, Bernard Basson, s'il fallait coller évidemment un regard sur cette actualité, un vol à Olembe, une infrastructure d'une telle envergure, cela relève pratiquement de l'invraisemblable, sinon de l'insolite. Pourquoi l'insolite? Au Cameroun, on a déjà volé beaucoup d'argent dans des projets particuliers, des projets de développement des infrastructures énergiques, les barrages, les routes, les ponts, les chaussées à faire. Il y a eu tellement de vols de certaines personnes qu'aujourd'hui, que le stade Olembe soit au cœur d'un tel scandale, c'est rédhibitoire. Ça devient un fait divers. Oui, ça devient un fait divers. La difficulté, pour moi, se trouve à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que qui du gouvernement central prendra la responsabilité d'endosser ce problème-là? Est-ce que la présidente de la République va indexer le MINSEP? Est-ce que le MINSEP va indexer McGill en tant qu'entreprise qui avait la charge de gérer l'infrastructure jusqu'au 25 mars 2023? Est-ce que McGill va estimer que le vol s'est opéré après le 25 mars 2023? Là, sur le plan juridique, on rentre dans l'établissement des responsabilités. Maintenant, de façon globale, qui est responsable du stade? L'État. L'État central. De façon assez particulière, qui est responsable de l'entretien, de la vie? C'est l'entreprise qui a gagné le marché. Jusqu'à quelle date? 25 mars 2023. Est-ce que le vol s'est déroulé avant ou après? Si c'est avant, McGill va être responsable. Si c'est après, le gouvernement va être responsable. Et maintenant, je souhaite bon courage à l'ONIES, parce que l'ONIES n'est pas premier du genre. On a eu le PENDIS. Vous vous souvenez qu'on a eu le PENDIS qui était censé, le PENDIS sportif, un projet pensé. Et un PENDIS qui a aménagé 2 ou 3 espaces de planète très virtuels en oubliant la justice du chef de l'État. Donc ça, pour moi, c'était un scandale total. Donc l'ONIES a beaucoup de travail. Et comme M. Niamek dit, il fait confiance à M. Bell, on ne peut que lui souhaiter bon courage parce que même pour que l'ONIES, après avoir établi l'audit à faire sur la réalité concernée, présente au gouvernement central ce qu'il faudrait, on aura forcément des personnes qui prendront l'audit et la demande de fait, qui vont surfacturer, qui vont prendre de l'argent au-dessus, qui vont affecter ce problème-là à l'ONIES. Ça va devenir un problème de vol d'argent généralisé. Donc, moi, vraiment, je souhaite beaucoup de courage au président de l'ONIES dans un pays comme le nôtre où, lorsque vous donnez à quelqu'un une facture de 10 000, vous la portez plus haut, il ajoute un zéro. Et pour que avant que ça n'arrive en haut, quand ça arrive plus haut, ce serait où? Et puis que ça arrive devant, on ajoute un autre zéro. Ce serait où? Je ne sais pas si l'ONIES a la ligne directe du MINFI. Je ne sais pas. Voilà, bon, ça veut dire que c'est une information que vous n'aviez pas. Justement, le PENDIS n'avait pas une autonomie financière, l'ONIES en a une. D'accord. Donc l'ONIES a deux hiérarchies. La hiérarchie technique et la hiérarchie administrative financière. Okay. La hiérarchie technique, c'est le ministère des Sports et la hiérarchie financière directe, c'est le ministère des Finances. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. C'est vraiment très bon à savoir. Donc, on espère. Donc, il n'y a pas de plus haut après ça. Évidemment, relayer la position de nos chers téléspectateurs. Bonjour le plateau. Il est clair que la responsabilité du directeur du stade est directement engagée dans ce coup de vol à Olembe car
Il en est le garant. Maintenant, malgré l'intelligence de M. Niemek, j'ai bien peur qu'il soit hors sujet sur le titre de Popoli qui parle des défaites des sélections et non de l'échec des taux. Soyons mesurés dans nos propos et répondons aux questions qui nous obsèdent. Et vous constaterez que pour le coup de vol, Niemek dédouane le ministre en charge des infrastructures ou encore Joseph Bell qui sont dans la même posture que Eto'o avec les défaites des sélections nationales. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Non, pas besoin. Tout le monde comprend qu'il est hors sujet. D'accord. Alors, bonjour à vous sur le plateau, belle émission, mais pourquoi étouffez-vous le politologue? On ne l'étouffe pas, le politologue. Il dit une vérité que beaucoup de Camerounais ignorent, à savoir, aucun média n'est libre d'ailleurs. Chaque fois qu'il faut tirer sur Eto'o, vous invitez toujours votre consultant philosophe et comme beaucoup de Bassa, il est heureux d'être celui qui va dénigrer son frère. Par contre, pourquoi ne parle-t-il pas du problème de la demoiselle Bassa qui fait le buzz actuellement, à qui on aurait volé un bébé dans un hôpital de Douala? Manque de solidarité fraternelle et est souvent un rejet de notre propre identité. Mais je soutiens Belké Bassa. Ça ne suffit pas. Je dois soutenir tous les Bassa. Je soutiens les Belké Bassa. Soyez quand même mesuré quand vous faites des messages à la maison. Un message qui vient du 225. Bonjour, chers frères. Je rappelle que le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2022. Je condamne la haine inutile de Blérieux. C'est malheureux de voir un adulte aussi haineux. Je constate que les Lions n'ont plus de problèmes de primes et de logistique. C'est déjà un acquis, une avancée. Il continue, je voudrais rappeler aux frères Somba que dans les pays scandinaves, les ministres utilisent les transports en commun et ont un budget de transport connu de tous. Et donc, il n'y a pas de forêt là-bas. Il n'y a pas de forêt là-bas avec les routes du Moyen-Âge. Je termine le message. Bienvenue. Le Premier ministre danois a reçu le président Macron à vélo. Le Cameroun est un pays pauvre, très endetté, qui ne doit pas se permettre certaines luxures. J'invite mon frère Niemek à l'humilité car il donne l'impression d'être omniscient sans oublier son égocentrisme. Alors là... Non, c'est bon. Oui, c'est votre avis, mon cher. Merci en tout cas de la contribution à notre message. Bonjour, Blérieux, 2 poids 2 mesures. On dédouane nos nièces, mais crucifie la FECA Foot. Le nièce aura aussi 1 an bientôt et Popoli sera toujours là. C'est Franfel Doja. Merci à vous, cher monsieur. Autre message. Ramanim, tu as fait fort à la reine. Bon, voilà. Nous sommes un espace miné ici. Bonjour les démineurs. S'il vous plaît, parlez du bébé disparu de l'hôpital, la Quintini. Ça fait très mal. Après Vanessa, c'est Esther. C'est qui la prochaine? C'est Francis de Mbameu. Écoutez, il y aura certainement un moment où on mettra la thématique de vol des bébés sur le plateau. Encore qu'il n'y a pas longtemps. Je recoupe encore les informations par rapport à cette situation-là. Vous serez servi, cher monsieur. Merci de votre contribution, votre message. Bonjour les démineurs. Bon, voilà, c'est le même message qui revient. Bonjour à tout le panel. Il faut dire à M. Basson de ne pas mettre les organes, son obsession pour Eto'o l'aveugle et les cartes de l'objectivité. Pour Olembe, j'ai honte de mon pays, Monsieur le Président de la République. Je vous en prie, réveillez-vous, c'est tout simplement la sorcellerie. En plein jour et à ciel ouvert, le monsieur que Basson veut taper là a tout dit, bravo. Les souris étatiques, ont encore fait fort. Il faut la ratachop d'ail. Où sont les bus de la Cannes? J'ai une question pour monsieur Niemek. En réception les ouvrages et marché au Cameroun, c'est la question posée. Faisons ce que le gouvernement a dit en décembre, prions. Il dit compris. Fabio Tama, merci à vous, cher monsieur. On va lire notre message. C'est du 226. Le souci, Burkina. Salut sur le plateau. Excusez-moi de dire un mot à... C'est Basson, c'est monsieur Basson, pas Bosson. Petit frère, allez doucement, s'il vous plaît. J'ai dit merci à celui qui a relevé l'affaire des dons. Imaginez-vous que même les stades dont vous parlez, on disait que c'est un don du chef d'État à la jeunesse. Quand il y a catastrophe, le ministre distribue des matelas et dit que c'est un don du chef d'État. C'est grave, le Cameroun. Paul, depuis Ouagadougou. Voilà. Décidément. Bonjour, concernant le vol perpétré dans l'enceinte du complexe sportif de Lembé, c'est la société Magie. Bon, jusque-là, ce n'est pas établi en tout cas que c'est la société McGill
qui a été victime du dit vol dans la nuit du 2 avril 2023, une zone privée de la dite société. Les FMO ne peuvent donc pas être de ce fait indexés, car ce n'est pas le patrimoine de l'État qui a été victime du vol. En tout cas, merci. Je peux apporter une précision. Allons-y, Bernard. D'après ce que nous avons lu, ce sont les câbles électriques, donc le cuivre, qui a été volé tout autour et dans le stade. Pas des personnes, du coup, le stade n'est plus éclairé. Je ne sais pas si McGill avait matériel qu'on a volé, je ne sais pas jusqu'ici, mais de ce que j'ai lu, et par rapport à ce que j'ai eu comme information de manière pratique, ce sont les fils de courant et les lampadaires qui ont été emportés et pas le matériel du McGill. Voilà, dans tous les cas. Jean-Claude, je peux ajouter aussi quelque chose sur ces points. Si c'est de ça qu'il s'agit, ça voudrait dire que les entreprises installateurs qui n'ont jamais été payés sont allés reprendre leur matériel pour aller vendre ailleurs. Ça aussi, c'est une possibilité. Non, c'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse. Ce qui a davantage émergé, c'est que les personnes qui avaient la charge de contrôler l'infrastructure vous ne payez pas, je viens récupérer mon matériel. Qu'elles avaient 14 mois d'arriérés de salaire. Du coup, elles ont déserté le camp, d'où l'installation non des bandits. Du moins, c'est l'information qu'on a eue. C'est quand même assez incroyable parce qu'il me semble quand même qu'au-delà d'avoir évidemment les FMO de ce côté, on a certainement des vigiles. Et donc, pour qu'on en arrive à pénétrer 14 mois dans d'arriérés l'enceinte, il faudrait qu'on soit peut-être des habitués. Salut à vous sur le plateau concernant la dénonciation de M. Basson. Je dirais juste que ces événements qui se sont produits au complexe de Lembe sont dus au laxisme de ceux qui gèrent ce complexe. Ils doivent restituer le matériel volé sans hésitation. Monsieur Jean-Claude Fouda, le Cameroun n'est rien d'autre qu'un trou noir. Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Ben là, si on en est déjà pratiquement à caricaturer le pays à ce niveau. Bonjour à vous sur le plateau d'Espace Miné. Bernardo souffre aussi que les autres donnent leur point de vue. Pendant le débat, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec tes opinions. Ne gâte pas la bonne image que nous avons de toi. Tu devrais d'ailleurs demander des excuses au père là si tu ne peux pas. Moi, je le fais à ta place. Monsieur Somba, s'il vous plaît, pardonnez notre Bernardo, il est encore temps. C'est Pancras de Guidère. Non, je veux dire à Pancras que Bernardo, c'est mon fils. Il l'a déjà fait. C'est un débat. Il l'a déjà fait. On discute, on ne se dispute pas, pour vous rassurer de toutes les façons. À la maison, merci en tout cas pour l'intérêt que vous accordez à Espace Miné. Ah, Pierre Blériot, vous le dites fort à propos, les anciens ne sont pas la priorité de nos gouvernants. Tenez la dernière, le MINESEC qui produit les actes de carrière demande aux enseignants de les présenter pour corriger des incohérences, ce qui implique le déplacement dans un contexte de décentralisation et de déconcentration. Parti de Tcholiré pour Yaoundé, rien que pour ça. De toute façon, il me semble qu'au niveau du MIFOPRA, il y a le CJPS qui avance de ce côté-là pour essayer évidemment de dématérialiser pour que les populations, les usagers souffrent de moins en moins. Bonjour sur le plateau. Ce politologue est médiocre. Non, écoutez, non, il faut essayer d'être assez poli. Ce politologue est médiocre, c'est terrible. Eto a déjà fait un an à la FECAFOOT. Son bilan est positif, c'est le point d'interrogation. Non, jusqu'ici. Il a donc répondu. Dans la politologie étudiée et tout. Peut-être le dernier message avant de prendre un verre d'eau. Bonjour à tous, le panel. Monsieur Niemek, tu es toujours dans la meilleure vision. Plusieurs personnes ont tendance à se perdre dans tes analyses car ils sont très superficiels dans les problèmes que nous pose ce régime actuel. Monsieur Ramani, celui que vous appelez politologue, et n'arrive pas à bien nous faire une différence entre alternance et transition, juste pour soutenir un régime pour respirer la mangeoire. Pour ma part, Eto est encore en mission, mais vu tout ce qu'il fait, Eto lui-même veut échouer. Mais M. Ramani, ce n'est plus ton RDPC. Ben, il n'a jamais dit qu'il était du RDPC. Jamais été. Martin de Mendon. Autre message. Monsieur Foy, dites à vos invités de respecter l'instant des téléspectateurs, s'il vous plaît. Ben, c'est ça qu'on est en train de faire, mon cher monsieur. Vous n'avez pas signé le message, c'est pas grave dans tous les cas. Autre message qui vient cette fois-là du 225. Bonjour à tous, je viens en paix, mais il faudrait qu'on se dise la vérité à un moment avec tout le respect. Ce que Eto a réalisé pour le Cameroun, M. Somba n'a même pas fait le cas pour ses propres enfants, qu'ils apprennent à respecter les légendes.
Merci. Et toi, réalisé quoi pour le Cameroun? Non, arrêtez ça. Et toi, travaillé l'argent. Il a réalisé quoi pour le Cameroun? Merci. Et il a réalisé quoi pour ses propres enfants que Somba n'a pas réalisé pour les siens? Merci Basson. Merci Basson de remettre souvent les points sur les i. Oh là là. Le Cameroun va mal, vous n'essayez rien. Oh là là. Mais ceux qui essaient, vous êtes toujours là à venir dénigrer au lieu d'encourager. Qu'avez-vous fait vous-même pour le pays, monsieur Somba? Quelle réussite peut-on accrocher à vous dans ce pays-ci? Ce n'est la grande gueule. Le lieu d'Abidjan. Ah, écoutez, de toute façon, on va prendre un verre d'eau et certainement nous allons embrayer sur la thématique de ce jour. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. Nous rappelons que c'est la production du 5 avril 2023 et donc comme thématique majeure sur le plateau ce matin à Déminé. Que pensez-vous du rachat d'Eneo pour la CNPS? Eneo ici entendu Energy of Cameroun par la CNPS, qui est donc la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est la thématique qui est donc sur la table d'Espace Miné ce matin. Bien entendu, pour recontextualiser, donc pour la bonne gouverne de tous, bienvenue Somba, vous avez certainement en guise de mise en bouche sur la thématique nous restituer pour que les uns et les autres comprennent un peu dans quel siège on se situe. Merci Jean-Claude une fois de plus. Je crois que ce matin, la thématique centrale se trouve donc celle que vous venez d'énoncer. Nous, en économie, on appelle ça l'offre publique d'achat, l'OPA. L'OPA de la CNPS lancée sur Eneo. Vous voyez. Et il y a quelques semaines, le directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, a fait état du fait que la CNPS est en train d'étudier la possibilité pour elle de racheter Eneo. Et moi, étant coordinateur national du collectif Megawatt, qui est mandataire de ces syndicats principaux de Eneo et de EDC et de Sonatrach depuis 2014, j'ai fait une sortie mercredi dernier dans un média de la place qui a eu un bon retentissement au niveau de la Banque mondiale et de la présidence. Et le gouvernement a exigé de M. Nsangou, Dr Nsangou, qui est le directeur général de EDC, de répliquer à la CRTV dimanche. Heureusement pour moi, M. Nsangou a redit exactement ce que j'ai posé comme problème vis-à-vis de cette possibilité de rachat. Bon, il s'agit de quoi? Le fonds d'investissement et de risques anglais appelé Actis, avait racheté la Sonel. Et en 2000... Sonel ou la Sonel? Avait racheté la Sonel. La Sonel d'abord. Oui. Et dans un premier temps, ça avait porté, l'entreprise avait pris le nom de AS Sonel. Ouais. À la suite de AS Sonel, l'entreprise est devenue Eneo. Vous avez déchiffré l'anagramme tout à l'heure en anglais. Et en 2014, il y a un beau frère Hector depuis Abidjan qui a demandé tout à l'heure ce que j'ai déjà fait pour la République. En 2014, lorsque le ministre Atanekuna signe un faux contrat de concession entre Actis et Eneo, c'est le collectif Megawatt dont je suis le coordinateur depuis cette époque qui remet ça en cause devant le président de la République. Et le président de la République nous donne parfaitement raison. En moins d'un an, on avait obtenu la relecture de ce contrat et la resignature ici à l'hôtel Eaton. C'était un événement solennel. Et c'est de ce contrat qu'on parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme on a posé la problématique mercredi dernier dans un média de la place, la CNPS, le Cameroun n'a pu assortir un seul rond pour reprendre son entreprise Sonel qu'on a baptisé en Eneo. Parce que le contrat entre Actis et l'État du Cameroun a atteint ce que les juristes appellent la zone de rupture. C'est-à-dire dans un contrat, particulièrement de concession comme celui-là, il y a des conditions de rupture qui sont posées. 1. Toi, opérateur stratégique, si tu n'arrives pas à satisfaire les conditions, les obligations de service public auxquelles tu es astreint, c'est vos ruptures du contrat. On a atteint cette phase-là, ce point de rupture avec Eneo. 2. Eneo est dans une situation financière de délabrement. On va certainement arriver, on va embrayer sur ces aspérités. Hein. Oui. Vous avez planté certainement le décor. Peut-être que dans le déroulé, évidemment, du protocole, on va
d'un temps soit peu revenir sur quelques préoccupations. Okay. Maintenant, pour peut-être compléter ce que vous étiez en train de dire, l'annonce a été faite le 24 mars dernier, où évidemment il est question de la CNPS qui a transmis une expression d'intérêt le 13 novembre 2022 au fonds britannique Actis, pour, comme vous l'avez dit, pour l'acquisition des parts de Eneo, soit 51%. Oui. À l'époque, il s'agissait de 56%, et donc 5% avait été concédé au personnel. Et évidemment, la même source parlait de la SNH qui serait aussi en lice, en tout cas la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, mais qui venait plutôt en seconde position. Et donc, peut-être pour, évidemment, continuer sur la question, je voudrais m'intéresser à vous, Bernard Basson. Quel est le commentaire que vous faites de cette annonce? On reste tout simplement sur l'appréciation. C'est la joie qui vous anime quand vous entendez que la CNPS veut racheter Eneo. Il y en a qui parlent de la renationalisation. Non, sur la question publique, question de la chose publique, le juriste, l'avocat est lucide. Ce serait une grossière erreur. Et ce serait peut-être une question qui... vous avez anticipé sur l'une de mes questions. Oui, c'est-à-dire qui financièrement parlant peut sembler être un complot. Oui. Aujourd'hui, parce que ça fait depuis 2001, j'étudie le fonctionnement d'Eneo Cameroun, c'est-à-dire privatisé en 2001, puis nouvellement rétabli en 2014 avec une autre forme de contrat. Ouais. Le contrat entre Eneo, parce que Eneo, c'est séparable public, État et privé. Bien entendu. Le contrat de concession entre le gouvernement camerounais et Eneo, en principe, porte suffisamment de germes en lui pour être dénoncé et résilié sans que la CNPS n'ait à racheter. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, juridiquement parlant, quand un contrat est établi dans une concession, on le lit. On se rend compte qu'une partie n'a pas respecté un chapelet d'obligations qui lui incombait. Et donc, le co-contractant peut clairement dénoncer le contrat et demander à ce qu'il soit résilié. Donc, dans le contrat administratif, l'État a des prérogatives très importantes. Donc, l'État peut décider de résilier le contrat à quasiment tout moment s'il se rend compte que la partie d'en face, ce n'est pas des obligations qui lui incombent. Et donc, la CNPS, là, peut venir investir plus tard quand le contrat sera résilié. Pas besoin de racheter un contrat ou alors de racheter un projet qui en principe est censé être arrivé à terme ou alors qui peut arriver à terme à tout moment du fait de ce que la partie d'en face n'a pas satisfait à ce qui lui incombait comme charge. Est-ce que ça se comprend un peu? Voilà, donc aujourd'hui, la CNPS financièrement parlant, quand vous entendez ce que Mokulu Mvondo dit, vous comprenez que c'est une boîte qui a beaucoup d'argent. On va y arriver dans tous les cas. Oui, on va y arriver. On vous parle de 850 milliards d'actifs. On va y arriver. Donc la CNPS ou la SNH peuvent mettre sur pied un fonds pour investir après au Cameroun dans le secteur de l'énergie. Mais pour le moment, il faut dénoncer ce contrat, il faut le résilier et ne pas sortir des fonds. Oui, le rompre. Alors, et ne pas sortir des fonds pour le racheter alors, parce que pour moi, ce serait une conspiration pour des personnes qui voudraient... Vous aurez certainement la possibilité de nous démontrer à quel niveau est-ce qu'il y aurait conspiration. Ramani, hier justement, à la suite de Bernard Basson, vous êtes de cet avis, du moins sur le commentaire que vous accolez à cette nouvelle? Non, moi je ne commande pas ses commentaires. Il est libre de ses commentaires. Alors, moi j'ai ma part de choses à dire. Tout en respectant ses propos. Je dirais d'abord que on parle de concession. Parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on passe souvent aux concessions. On passe souvent aux concessions lorsqu'on estime que ceux qui géraient l'entreprise n'ont plus aucun moyen de relever l'entreprise. C'est le cas? Parce que la concession suppose. C'était le cas avec la Sonel. Parce que la concession suppose qu'on doit mettre une entreprise sous concession pour dire que celui qui va prendre, si vous permettez la tautologie, la prend à ses risques et périls. C'est ça la notion de concession, que vraiment il n'y a plus personne pour relever l'entreprise. Vous êtes sur concession, bienvenue parler tout à l'heure de rachat en fait. Non, écoutez, le rachat, le rachat c'est une terminologie qui me semble un peu prosaïque parce que... Non, monsieur Ramani, une seconde. Et Jean-Claude ne comprend pas une chose. Lui, il part de l'historicité. Comment la Sonel avait été mise en concession et pourquoi? D'accord, merci de me rappeler. Donc, quand on dit que vous êtes concessionnaire, ça veut dire que vous venez pour sauver une entreprise que personne n'a pu relever ou faire fonctionner. C'est ça qu'on appelle un concessionnaire. Et vous voyez, généralement, c'est les Occidentaux qui arrivent ici pour les concessions pour beaucoup d'entreprises. Je rappelais encore dans un média
comment Cécile Réaud, en Afrique australe, faisait des concessions. Et elle avait pris tout le territoire d'Afrique australe. Il y a d'ailleurs deux pays qui portent son nom, Cécile Réaud. Il venait un colon britannique disait « Je suis le concessionnaire, je suis venu vous sauver ». Vous avez vu les concessions qui ont été faites par le colon Lagarde, un Français, à Djibouti. Et il est arrivé, il a dit aux Djiboutiens, je suis le concessionnaire, vraiment je veux vous sauver. On a dans le monde contemporain, et même dans le cadre même de l'Afrique francophone surtout, il y a un concessionnaire très contemporain, un Français, qu'on appelle un certain monsieur Bolloré. Parce qu'un concessionnaire, c'est un sauveur. On dit tout le monde a abandonné, rien ne fonctionne, vous, moi, vous allez relever. Et la concession a un autre élément fondamental, c'est que à l'intérieur, on n'est pas exigeant envers un concessionnaire, puisqu'on suppose que le malade était déjà dans l'agonie et que vous êtes venu sauver. Ce qu'il faut comprendre, il y a deux choses. C'est que lorsqu'on parle de concession, pourquoi est-ce que les gens veulent être concessionnaires? C'est la question fondamentale qu'il faudrait poser. Les gens veulent être concessionnaires pour deux raisons au moins. Parce que lorsque, par exemple, les concessionnaires arrivent, généralement, ils savent qu'il n'y aura pas un véritable contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori, ça veut dire la gestion qui a été hantée. Deuxièmement, il n'y aura pas un contrôle. Il n'y aura pas un contrôle a priori et il n'y aura pas un contrôle a posteriori. Ouais. Ce qui fait que lorsqu'on dit que vous devenez concessionnaire d'une entreprise, mais vous êtes tellement content, car vous savez qu'il n'y aura pas une exigence envers vous du domaine des finances publiques ou encore du domaine même de la justice. Vous regardez à travers l'Afrique, comment est-ce que on vous parle des affaires Bolloré, excusez-moi de le citer, c'est vrai qu'on ne cite pas les contemporains, mais lorsque nous sommes dans des problèmes, est-ce qu'on va dans cette terre et mourir? Vous vous rendez compte que tous les procès que M. Bolloré... C'est vrai que nous sommes pas... Je reviens. Parce que, écoutez, nous n'avons pas seulement les colons de l'extérieur. Oui, mais sauf nous avons aussi les colons de l'intérieur. Pas qu'on soit en train de... Non, écoutez, nous avons aussi les colons de l'intérieur. Alors, quel est d'abord le passif? Quel est d'abord le mode de fonctionnement de la CNPS où les retraités se plaignent tous les jours? Est-ce que la CNPS peut avoir le profil? Et puis, évidemment, je préfère que vous soyez straight to the point. Oui. Parce que vous allez... Puis c'est vrai, nous sommes évidemment ravis du fait que vous soyez allé chercher assez loin. Donc du coup, je reviendrai vers vous le temps, évidemment, que Pierre Blériot-Niémec puisse aussi se prononcer sur la préoccupation. Alors, Blériot-Niémec, la question n'est pas sur le commentaire que vous pouvez accoler évidemment à cette annonce, mais davantage sur les raisons, ou du moins les motivations, selon vous, qui pourraient amener cette décision, en tout cas, que ce soit le choix d'Actis et de l'autre côté, la CNPS qui s'intéresse à Eneo. Vous soupçonnez qu'il se cache quoi, Souka? Non, ni la CNPS ni la SNH ne peuvent s'engager au rachat d'Eneo sans que ce ne soit une idée initiée par l'État du Cameroun. D'accord. Il faut le dire d'abord. Parce que la CNPS, pour faire de tels investissements, devrait avoir l'aval de l'État. Ce qu'il faut dire, et ça, monsieur Bienvenu et Somba vous l'a fait remarquer, ce qu'il faut dire, et ça, monsieur Bienvenu et Somba vous l'a fait remarquer, c'est que le contrat doit être bien lu pour savoir quelles en sont les aspérités. Ouais. Eneo, si je devais être russe, on allait seulement chasser Eneo, sans aucune autre forme de procès. C'est-à-dire que Eneo Actis s'est comporté comme quelqu'un qui est venu soulever la clameur populaire. Il est venu détériorer l'état de la situation pour amener les Camerounais à renverser le président Paul Biya. Donc, si moi j'étais chef d'État, on chassait simplement Actis. C'est-à-dire on leur dit vous avez quelques jours pour quitter le territoire. Bon, maintenant pour raffiner un peu les choses, on relit le contrat et on voit quels sont les actifs ils ne peuvent même pas voir, ils n'ont qu'un passif. Alors, si le passif nous indique que c'est une société déficitaire, pourquoi aller encore leur donner de l'argent? On tire les choses au clair et ils se retirent. Maintenant, M. Basson vous l'a suggéré, je ne vois pas pourquoi l'État devrait reprendre à son actif, même dans l'avenir, Eneo. Enfin, ça ne sera plus Eneo, appelons Sonel. Si on nous rend notre ancienne Sonel, je ne souhaite pas que ce soit encore les membres de ce gouvernement. Non. Il faut passer à l'affermage.
il faut signer de vrais contrats et mettre un système de suivi, évaluation. Il ne faut, les États modernes ne s'encombrent plus de tels investissements. Il faut peut-être plus de 300 milliards pour que Eneo résolve le problème de l'énergie au Cameroun. Pourquoi l'État du Cameroun va aller mettre 300 milliards? Comprenez comment les États modernes fonctionnent. On fait de l'affermage, on donne à quelqu'un qui va acquérir la société, qui va dire en combien de temps il peut mettre les 300 milliards. C'est lui qui commence à voir comment cet argent va être remboursé par sa clientèle. L'État encadre simplement pour que le poids du remboursement ne soit pas très lourd sur les populations. Et à l'occasion, si la CNPS veut donc nous aider, elle peut, à l'occasion, essayer de jouer dans une sorte de stabilisation des prix pour que le nouvel acquéreur ne vienne pas créer une situation nouvelle qui sera lourde pour les populations. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller investir de l'argent. Même s'il y a 800 milliards qui traînent à la CNPS, il y a beaucoup de choses. Ça ne suffit pas pour assurer les retraites dans 50 ans. Il y a beaucoup de choses à faire avec cet argent. Et c'est un investissement risqué pour la CNPS. C'est un investissement risqué. Et nos retraités, là je dis, M. Ramani n'a pas raison, actuellement les retraités ne se plaignent plus. Mais en allant prendre un tel risque, Mokouloum ne sera plus là. Les retraités qui arrivent... Moi, je connais des retraités qui se plaignent. Non, les retraités ne se plaignent. Les retraités de la CNPS ne se plaignent. Vous connaissez tous les retraités. Donc, c'est un système. Donc, je dis que c'est un investissement risqué. Et quand vous gérez les fonds des gens, c'est-à-dire la CNPS, je ne gère pas son argent, gère l'argent des gens. Il ne sert à rien d'aller le mettre dans un truc aussi risqué. La SNH à la limite. Je dis pour la CNPS, il faut exclure. Même si elle a la meilleure offre, c'est un gros risque. Ce n'est pas son argent. La SNH a la limite. Mais je dis, moi, je suggère l'affermage de cette société-là. J'appelle ici, au départ des néos, immédiat, pour contre-performance, pour mauvaise... Il y a plein de choses qu'on peut relever. Et néo, au niveau de l'électrification rurale, ils ont travaillé avec, la Socatrel. Sonatrel. Je suggère qu'on y aille de façon systématique. On va certainement faire l'autopsie, entre guillemets, des néos tout à l'heure, mais le temps de passer la parole à Bienvenue pour essayer de nous restituer. Est-ce que la CNPS est dans son rôle? Quand on a vu dernièrement la CNPS qui a restauré ancien immeuble de la mort qui est devenu aujourd'hui immeuble de l'émergence, on voit la CNPS qui construit un immeuble au niveau d'hippodrome. Alors, pour cette toute affaire, entre guillemets, qu'on se le dise ainsi, est-ce que la CNPS est dans son rôle? Est-ce qu'elle a d'ailleurs les moyens de le faire? Oui, Jean-Claude, je voudrais d'abord qu'on soit d'accord sur un point. Allons-y. Blériot et Bernardo l'ont posé. Au stade actuel, le contrat de Eneo avec l'État du Cameroun a atteint son point de rupture. C'est-à-dire que toutes les conditions sont remplies pour que l'État prononce la rupture de ce contrat. Voilà, il faut déjà qu'on soit d'accord sur ça. Celui qui s'aventure à aller mettre l'argent avec l'argent public, que ce soit à SNH ou la CNPS, aller acheter quelque chose là-bas, c'est une filouterie, c'est une entourloupe financière que les gens vont réaliser. Ok. Maintenant, est-ce que la CNPS est dans son rôle? La CNPS peut être dans son rôle, dans le cas où l'investissement n'est pas risqué. Blériot vient de dire qu'il faut faire l'affermage. Je veux dire à Blériot et pour la gouvernement de nos téléspectateurs que avant que la CNPS ne se prononce, il y a 5 opérateurs étrangers qui sont passés au Cameroun pour venir étudier la situation des néos pour pouvoir la reprendre. Tout le monde a fui. Il y a eu un opérateur, il me semble, congolais, angolais. Tout le monde a fui. Et néo, c'est 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards de dettes. Et les dettes à vue. Ce n'est pas qu'ils ont emprunté l'argent pour construire une centrale qui sera remboursée sur 30 ans. Rien que l'État, 700 milliards de TVA non remboursés. 700 milliards. Vous voyez? Le dossier du contentieux des néos, c'est plus de 1000 milliards avec les usagers et autres tierces personnes. Les entreprises de transport d'énergie. Voilà. Vous voyez? Les fournisseurs locaux que néo bloquent les paiements, c'est plus de 500 milliards. Les sous-traitants. Donc, les sous-traitants, voilà. Donc, néo, c'est 3 000 milliards. L'action néo que la CNPS veut même acquérir, c'est un rendement négatif. Néo ne peut pas être mise à la bourse de Douala. On n'entre pas en bourse avec des actions qui ont des rendements négatifs. Vous voyez? En plus,
la distribution du courant, ce n'est pas la vente de cacahuètes. Pour qu'une entreprise comme la CNPS vienne s'y essayer. Vous voyez, la CNPS, c'est un argument que le docteur Sango de GDC qui a apporté dimanche. Moi, il ne maîtrisait même pas avant qu'il n'intervienne. Et nous, fait perdre 30% de la production d'électricité au Cameroun. C'est-à-dire, on appelle ça des pertes techniques. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, vous voyez, moi, depuis 2 jours, je n'ai pas d'électricité chez moi. Pourquoi? On a mis Memvele en marge. Mais la situation ne change pas. Parce que sur les 210 mégawatts que Memvele envoie à Yaoundé, et Néo n'arrive à envoyer chez les usagers que 147 mégawatts. Ah bon. Le reste périt dans le système de distribution. Dans le système de distribution. Le système, parce que c'est la Sonatrach qui s'occupe du transport. Oui. Ça voudrait dire que lorsqu'on va mettre Nachigal qui est en construction là, en marge, vous savez sur les 420 mégawatts que Nachigal va produire, et Néo va mettre à la disposition de la clientèle que 294 mégawatts. 146 mégawatts, l'équivalent de 8 fois la centrale de Mekim, seront perdus techniquement dans un réseau de transport qui est improductif. Alors que, comme le docteur Sango a dit, alors que l'État a donné toute la latitude, comme Rameni disait, à Néo d'augmenter les tarifs, afin d'avoir des ressources financières consistantes et améliorer le système de distribution. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Plus les recettes des Néo augmentent, plus les transferts illicites de fonds des Néo vers les paradis fiscaux en île Maurice augmentent. Et Néo, ça fait au moins 200 milliards de flux financiers illicites que Néo envoie en île Maurice chaque année. Alors, bienvenue, puisque vous fustigez Eneo, on va donner la possibilité aux uns aux autres de se prononcer. De toute façon, peut-être que le verbe n'est pas adapté. Alors, Bernard Basson, quel est le regard appréciatif et assez objectif, je l'espère, qu'on pourrait jeter sur Eneo? Vous avez commencé tout à l'heure à poser les jalons, évidemment, du ressenti que vous avez envers Eneo. Je souhaiterais quand même que vous puissiez, évidemment, vider cette appréciation qu'on portait sur Eneo. Je voudrais d'abord dire à mon compagnoniste de gauche que... À Ramani? Oui, à Ramani, à M. Ramani. Non, Ramani simplement. En matière de contrat administratif, la particularité est que l'État a des prérogatives exorbitantes dans ce type de contrat. Parce que ce sont des contrats qui généralement sont confiés pour la gestion des services publics. Ils sont directement rattachés à l'État. Donc, ce que Eneo fait, c'est de fournir un service public aux citoyens qui en ont criardement besoin. Et donc, dans ces contrats, l'État est prégnant. Il est dominant. Et résilier un tel contrat est aisé parce qu'il y va de la bonne marche du peuple, de la société camerounaise dans son ensemble. Ça, c'est le premier point. Concernant l'affermage, pour moi, ça peut ne pas être une solution maintenant. Parce que si aujourd'hui on met Eneo sous affermage, le problème peut être que les tarifs seront trop lourds pour les Camerounais. Parce que dans l'affermage, l'entreprise qui gagne le contrat d'affermage vient, exploite la richesse ou alors le secteur concerné et fait en sorte que les clients lui reverse de l'argent pour qu'elle puisse récupérer l'investissement qu'elle a eu à opérer. Sauf qu'aujourd'hui, l'entreprise d'affermage doit verser une caution à l'État. Les dettes des Néo sont tellement importantes que l'entreprise va dépenser beaucoup d'argent dans ce contrat d'affermage-là et donc va élever anormalement les tarifs pour pouvoir se rémunérer dans ce qu'elle aura investi. Ça peut être compliqué. Ça, c'est vrai. Donc, ce que moi je dis, c'est quoi? On résilie, on annule d'abord le contrat, on le casse. Et puis après, le Cameroun a 3 ou 4 grandes entreprises qui peuvent créer un fonds. Un fonds qui va accompagner la reconstruction du secteur électrique au Cameroun. Parce que si on veut qu'une entreprise privée vienne encore prendre Eneo, les dettes, il vous l'a dit, c'est plus de 3 milliards de dettes. 3 000. 3 milliards. Donc, c'est 3 milliards de dettes. Donc, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, il faut seulement que la SNH, éventuellement la CNPS, est-ce qu'elle est dans son droit? Oui et non. Oui, parce que dans le système social, elle veille à ce que la société ou les Camerounais citoyens puissent avoir de meilleures conditions de vie. Mais non, parce que ce n'est pas son argent, ce ne sont pas ses fonds. Elle peut faire des placements moins risqués. Celui-là, si jamais elle place et qu'on n'arrive pas à arriver au secteur du Cameroun, c'est compliqué pour ceux qui versent l'argent à CNPS pour pouvoir avoir une retraite assurée, donc c'est extrêmement compliqué. Donc sur le coup, je pense que la solution pour moi, c'est de mettre en place... de toute façon, la solution, vous allez certainement abondamment épiloguer là-dessus, le temps pour nous de relayer quelques messages des téléspectateurs. Monsieur Jean-Claude Fouda, au-delà de la technicité que ce débat impose,
on est obligé de dire qu'on n'a rien à faire avec des entreprises bidons. Que la décentralisation soit effective et que chaque localité se prenne en charge en matière d'énergie. On nous dira que c'est un secteur souverain. Allez voir comment ça se passe en Espagne où le régionalisme est effectif. Enea ne nous sert à rien. Moutaze a rangé la CNPS depuis un moment. On partage l'argent là-bas aux copains et aux coquins. C'est vous qui le dites. Mieux j'évite de parler pour éviter de souffrir comme Chantal Tuilé. Fabio T. Voilà, c'est votre message. Votre message, justement. Bonjour le panel. La problématique de l'augmentation de l'offre en énergie électrique ne se repose pas sur Eneo, puisque cette entreprise n'a que 986,6 MW sur les 1600 MW actuellement disponibles au Cameroun. Donc, en rachetant les parts de Actis, ça ne changera pas grand-chose sur la demande actuelle estimée à environ 3000 MW selon le scénario dit des grandes ambitions. Afin d'apporter des solutions concrètes à la problématique de l'offre en énergie électrique au Cameroun, le gouvernement dispose de multiples approches alternatives, parmi lesquelles l'implémentation judicieuse du plan stratégique de production décentralisée d'électricité. Par ailleurs, l'entreprise publique EDC, dans sa nouvelle configuration, est responsable du développement de nouvelles capacités de production d'électricité, tandis que Sonatrel est responsable du développement des réseaux de transport d'électricité. Ainsi, de parler uniquement de Néo, il faut peut-être se souvenir que le plan stratégique d'électricité au Cameroun concerne prioritairement l'acquisition de nouvelles capacités de production d'électricité, le développement des réseaux de transport d'électricité, l'accès à l'électricité. C'est Yves Nji, qui est donc ingénieur hydroélectricité, qui nous envoie ce message. Autre message. Moi, je suis surpris par votre commentaire. Je suis d'avis avec vous, mais quand Samuel Eto'o a rompu le contrat du coq sportif, le contrat, je suppose, du coq sportif pour mauvaise performance, vous avez décrié cela. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui sont contre Samuel Eto'o. Bon, ce n'est pas une affaire de personne. Bonjour à votre panel et à vous-même, monsieur J.C. Fouda. Une OPA, offre publique d'achat, est une opération par laquelle une entreprise cherche à prendre le contrôle d'une société cotée en achetant ses titres à ses actionnaires pour inciter ceux-ci à vendre leurs titres. Le prix offert est généralement supérieur au coût coté. Et donc, je pense que le manager de la CNPS veut fructifier les actifs financiers que détient cette entreprise publique. Non, mais dans une opération très risquée. Voilà, et donc, la fusion des bourses de Douala, et donc l'opportunité offerte par la fusion des bourses de Douala et de Libreville, sans oublier la fusion des 3 entités sous-régionales, CEMAC, CEAC, Commission du bassin du lac Tchad, en une seule grande communauté. Tout cela constitue de bonnes perspectives. À moyen terme, c'est Blaise Sida qui nous écrit donc depuis Yaoundé. Merci à vous, cher monsieur. Une fois de plus, bonjour. Sur quelle statistique monsieur Niamek se base pour être péremptoire en disant que les retraités ne se plaignent plus? Vraiment. Bien sûr que les retraités se plaignent toujours. Maintenant, il serait mieux de relire les clauses du contrat de Néo pour voir à combien s'élèvent les dommages et intérêts à verser à l'État pour non-respect du contrat, mais aussi d'accompagner les Camerounais dans leur procédure de plainte contre l'attitude de la dite structure avant de nationaliser celle-ci. Et pour ce qui est du rachat, il sera à hauteur d'un franc symbolique. Ah, voilà. C'est Saïd DiCaprio depuis Tout à fait d'accord avec toi, monsieur qui DiCaprio. écrit rapidement, chers frères, ici en Côte d'Ivoire, la compagnie, la CIE, et la SODECI, qui sont des concessionnaires, marchent bien. Mieux, la Côte d'Ivoire exporte l'électricité dans la sous-région ouest africaine. Autre message. Bonjour à tout le panel. Je pense qu'il est temps de faire partir Eneo, faire dissoudre la sous-traitance et recruter les jeunes et faire renaître la Sonel. C'est Yannick Latemoyon, monteur de ligne, qui nous envoie ce message. On va peut-être lire quelques messages, certainement, qui ont été écrits, peut-être pas cette fois-là, au niveau de WhatsApp. Alors, le message, quelques soucis. De toute façon, on va continuer avec des messages qui sont plutôt faciles à lire du côté de WhatsApp. Bonjour Jean-Claude, savez-vous que les dealers dans cette affaire sont tous dans le régime
je pense que vous allez constater que les fonctionnements existent dans toutes nos sociétés d'État. Exemple, le Régie nationale de chemin de fer, avec les mêmes. Ça, c'est raté encore. Bonne émission. C'est Jean Calvin depuis Douala. Merci à vous, Jean Calvin. Un message du 242. Oui, c'est juste bonjour à vous. En tout cas, dernier message. Eneo est l'image du Cameroun, c'est-à-dire point de suspension. Alors, avec vous, Ramani Yé, il y en a qui évoquent évidemment la possibilité d'avoir une autre société. Et donc, du coup, est-ce qu'il est possible qu'on puisse envisager? Si oui, pourquoi est-ce que jusque-là, on n'a pas eu la possibilité de mettre sur pied une autre structure? Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux-là qui estiment qu'il y a des complicités dans le régime pour racheter au franc symbolique cette société? D'abord, il faut se poser la première question. Est-ce que la CNPS n'est pas le régime? C'est pour cela que lorsque je vois... Et vous répondez à quoi vous-même? Je réponds en disant que c'est de la romance, puisque la CNPS, est-ce qu'elle fonctionne elle-même à 100% de manière à ce qu'il n'y ait pas de plaintes? Je rappelle que... mais ça a quand même évolué là-bas cette année. Non, ce n'est pas en nous. C'est le constat qu'on fait aussi. C'est ceux qui sont victimes, ceux qui peuvent être des victimes. Moi, je parlais hier avec un retraité qui posait un problème. Donc dire que tous les retraités, ça va, c'est l'unanimité, non, ça, c'est faux. Posait quel genre de problème? Mais les problèmes qu'il rencontre au niveau de la CNPS, c'est lesquels? Monsieur Ramani, c'est vrai que il n'a pas posé la question pour lesquels, puisque le temps est là. Je dois répondre à ce que j'ai à répondre. Donc, ne soyons pas péremptoires, comme l'a dit d'ailleurs en appelant. Alors, je dirais donc que la CNPS, si elle est si parfaite en tant qu'entreprise, je pense qu'il faudrait donc que la CNPS achète toutes les entreprises du Cameroun. Comme ça, le Cameroun fonctionnerait mieux. Parce que l'essentiel n'est pas de dire qu'il faudrait changer. Alors, il faut se poser la question de savoir, ceux qui veulent racheter la CNPS, quel est d'abord leur profil? Je voudrais à toute fin rappeler, M. Ramani, que le dossier, semble-t-il, est posé sur la table du ministre de l'eau et de l'énergie. Donc, ce n'est peut-être plus l'affaire de la seule CNPS. Oui, mais c'est vrai que mon panéliste de gauche, mon copanéliste de gauche a dit que l'État a des pouvoirs exorbitants. Ouais. Mais ça, c'est un terme vicieux en matière de droit. Dans la mesure où... Vous ne me laissez même pas parler. Dans la mesure où... Excusez-moi. Dans la mesure où... Sur la question. J'ai l'impression que vous voulez que je dise ce que vous voulez entendre. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Alors, j'ai l'impression que... Peut-être qu'il oublie aussi, bon, il parle du fait du prince, en fait le fait du prince, mais l'État est aussi justiciable, il faut qu'il le sache. Donc quand il parle d'annuler le contrat, on n'annule pas un contrat à l'aveuglette, lui-même il le sait. L'État est un sujet de droit, donc l'État prend d'abord des mesures qu'il semble pouvoir protéger d'abord, se sauvegarder d'abord lui-même, avant de voir la suite. Et je pense bien que nous avons déjà expérimenté tellement d'entreprises extérieures. Est-ce qu'il ne faudrait pas simplement privatiser en remettant même à d'autres Camerounais, qu'on essaie aussi d'autres Camerounais dans ces entreprises? Et je suis toujours surpris d'entendre qu'une société comme Eneo manque d'argent, parce que Eneo, c'est un trésor public, c'est une pompe aspirante. Passez dans toutes les agences SONEL, vous voyez comment les Camerounais s'alignent, parfois même sous le soleil, pour payer. Donc l'argent entre tous les jours, où va cet argent? Donc le problème de la SONEL, c'est un problème de gestion. Il y a une mauvaise gestion. L'argent est certainement détourné ailleurs. Sinon, l'argent qui entre tous les jours, 24 heures sur 24, si on peut le dire, va donc où? Donc la SONEL est mal gérée. Maintenant, il faudrait retrouver des gens, on ne sait pas s'ils viendront la planète Mars. Même quand on parle d'affaires marche, je ne sais pas s'ils viendront la planète Mars, car si ce sont les mêmes ressources humaines, avec les mêmes attitudes, qu'on met encore, même si on fait le changement 1000 fois, on va retomber sur les mêmes problèmes. Alors, bienvenue Essomba, la problématique... Ah, d'accord. De toute façon, on en vient donc à vous, justement. La problématique de la fourniture d'énergie électrique au Cameroun semble pratiquement insurmontable. Maintenant, on a parlé d'affermage. D'aucuns disent que ce n'est pas la solution. Quelle est la solution? J'insiste sur cette solution pour dire à M. Basson que toutes les sociétés d'État gérées pour le compte de l'État du Cameroun ont fait faillite. Je ne vois pas comment les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets. Par contre, je souhaiterais que l'État accompagne le nouvel acquéreur pour endiguer le phénomène de la haute de la facturation.
L'État, tu vois, accompagner. Le statisticien vous a dit que Eneo a beaucoup d'argent qui quitte le Cameroun. Il a donné des chiffres, moi je m'appuie sur ces chiffres. 2000 milliards par an. 200 milliards. Ça veut dire que si on doit rembourser une dette de 3000 milliards, pour laquelle l'État lui-même est déjà créancier de plus de 1000 milliards, si l'État est dans un système, parce que avoir l'énergie électrique au Cameroun, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation que l'État a. Ça, c'est des besoins primaires. L'eau, l'énergie, l'État est obligé. Donc, l'État va devoir oublier ses propres dettes s'il veut aider les populations à ne pas... Et l'État, avec des sociétés comme la SNH, va devoir subventionner ce projet-là. Mais il faut aller vers cela. Pourquoi? Chaque fois qu'on a remis à un Camerounais la gestion, les pressions lui viennent de toutes parts. Vous pensez que ceux qui veulent racheter ignorent ce qu'il y a derrière? Il y a certainement beaucoup d'argent, même si nous n'avons pas le bon service. Il y a de l'argent dans l'affaire. Le service est seulement mal rendu. Et puis, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans le secteur de l'énergie électrique, sans qu'on voit les résultats. Il faut maintenant commencer à mettre les gens en prison, je ne sais pas, à pendre certains. Tous les projets qui ont ramassé beaucoup d'argent au cours des 5 dernières années, ce sont les projets de construction des centrales qui devaient nous produire les mégawatts et autres. Jusqu'à présent, la situation n'a pas beaucoup changé. Donc, je reviens sur ma solution, l'affermage, mais avec un soutien et un contrôle permanent de l'État. Vous n'êtes pas d'avis pour l'affermage rapidement, en quelques mots, bienvenue Somba. Quelle est la solution? Non, il faut être... moi, je voudrais avoir un comportement, une démarche structurée, n'est-ce pas? Allons-y rapidement. Pour le moment, en tant que collectif mégawatt, ouais. La première solution pour sortir de cette situation de pénurie permanente d'électricité ou d'énergie au Cameroun, ouais. C'est que l'État rompe le contrat avec Actis, récupère son entreprise de distribution, comme on l'a fait avec la CDE. La CDE a échoué avec l'eau, non? Le Maroc, on a dit aux Marocains de partir, on ne leur a pas versé un seul copec. Ouais. Et l'État a vu après ce qu'il pouvait faire. En ce temps-là, on verra donc s'il faut l'affermage, il faut que l'État annule toute sa dette pour rendre la situation financière de l'entreprise de distribution un peu viable pour attirer de gros investisseurs. Voilà. Mais pour le moment, l'urgence, c'est de mettre... Et je voudrais préciser une chose. Rapidement, le ministre des Mines, Elundu Essomba, est le premier à dénoncer le contrat entre Actis et l'État. C'est lui qui a mis la puce à l'oreille de tout le monde que Eneo n'obéit pas à ses obligations contractuelles. Et c'est suite à cela que le collectif Mégawatt est entré en jeu. D'accord. Alors, rapidement, avec vous, Ramani Yé, on a embrayé sur la solution. Peut-être une dernière parole pour ces derniers tours de table. Moi, je pense que la solution, c'est de retrouver des ressources humaines valables. Parce que lorsqu'on parle de subvention de l'État, du contrôle de l'État, mais on le fait depuis, je ne sais pas, 45 ans au Cameroun, depuis plus en avant. Le problème de Eneo, c'est qu'il y a détournement des fonds reçus. Parce que c'est quelque chose d'empirique, on n'a pas besoin de faire des théories pour constater que l'argent entre en grande masse tous les jours à Eneo. Alors, c'est entendu, l'argent entre, c'est un problème de gestion. De gestion, c'est tout ça, un problème de gestion. Bernard Basson, rapidement, un dernier mot rechercher. Justement, en guise de solution, en tout cas, en quelques mots. Oui, qu'on mette un fonds de provision qui, à terme, va récupérer ces projets. Parce que, comme je dis, l'affermage, la concession, la régie, etc., sont des contrats déjà établis. Hein. Si il propose peut-être un affermage revisité, mais le régime juridique de l'affermage est établi. On sait ce que l'État a à faire, ce que l'entreprise qui a un contrat d'affermage également a à faire. Donc, c'est compliqué de revisiter les termes comme ça parce que ça reste une négociation. Mais les gens ne respectent pas les cahiers de charges. À terme, prévoir un fonds spécial, pas les entreprises camerounaises qui supportent très bien, pour après mettre en place des phases qu'il faudrait pour avoir voilà, c'est d'ailleurs sur ce que nous allons évidemment mettre un terme à la thématique centrale sur Espace Minier de ce jour, la production du 5 avril 2023, en remerciant bien entendu, bienvenue Somba qui est économiste, Ramani Yé qui est donc politologue, Bernard Basson, juriste, et puis Pierre Blériot Niémé qui est consultant à Info Télévision. Bien entendu, vous à la maison, nous vous disons merci, mais tout de même, restez scotchés sur Info TV tout à l'heure. Ce sera le journal de midi, et puis à 14h, vous aurez la présence des Amazones. Merci à vous en tout cas de nous accorder votre préférence. On espère tout simplement que le démineur en chef sera donc avec vous demain, le temps de récupérer. Merci à vous et bonne journée.